français, enfin beaucoup de mots en français en fait. Hein. Je pourrais éventuellement faire plus en picard, mais je voudrais commencer par dédier la soirée à Eugène Chivot, qui sera centenaire jeudi prochain. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de meilleur hommage que de l'écouter en picard, dans un texte qu'il a écrit dans son parler picard de Gagny-les-Gamaches, qui s'appelle « Alouette, gentille Alouette », texte qu'il a écrit dans les années, fin des années 60, et qui lui a rappelé cette alouette, ce vol, ce chant de l'alouette, lui a rappelé ses années de captivité dans un oflag à la Sibérie, comme il disait, autrichienne. D'ailleurs, je crois bien qu'il le dit dans le texte. Et ce texte est profondément littéraire et probablement très, très symbolique de ce que les Picardisants et ce que les gens qui s'expriment en Picard dans l'ouest du département de la Somme et bien au-delà souhaitent faire passer, c'est-à-dire à la fois du souvenir, de l'émotion, une forme de poésie et puis surtout un langage qui parle au cœur. Donc on va écouter Eugène Chivot, 99 ans, 11 mois et 3 semaines aujourd'hui. Tout j'ai trouvé le bouton. Alouette, gentille Alouette, à un pieu tel lieu sur frontière tchécoslovaque, aux étoiles un Autriche condamné à Torneux pour chanter d'affile autour de nos baraques comme des bêtes impatures sans herbe à lumineux. D'un chez Piège à l'entour, gerbez-vous le luzerne, et puis le blé minable, un terrain merlonneux. Quel plaisir virer le vin des hanceux de lanterne, un fort orage fertile, puis noyeux le houvieux. Un coup, chez toi un 42, à moins de 20 mètres, et de leur salle Mirador avec ses tiens mahoués, j'ai vu, dans le bleu du temps, monteux un alouette. Je ne l'atteindrai au point nœud, mais ne l'oublierai jamais. Un sifflot, un picard, et trop à s'y méprendre, comme est venu de nos pays pour nous directement. À sortir de Saint-Gavio sans caloche à Serprenne, pour être grimper de plus belle au bout d'un pied au moment. Mais, je n'atteindrai plus qu'elle. Allez, tout fin heureuse, d'un bonheur pour nous autres, si loin ou là, grandus. J'oublie vos barbelets, miradors, mitrailleuses, pour ému la coûteuse, j'effraie mes deux yeux. Mais du coup, qu'est concert au-dessus de nos territoires, d'où Gervois au Boigny, à Nichel, à Saint-Gron. Tout partout, l'alouette à nos préchevaux victoires, et puis la bœuf chez Catrave, jusqu'à Chubot de Vieux-Mont. Tant qu'au poron canteux, qu'avec ma chevaux par dire, qui nos titans couveux, chez eux qu'aux ont pondus, même si à s'en alleux, par moment pire impire, ami, tu peux m'incroire, il n'y aura rien de perdu. Aller au peu nos êtres envoyés d'Angleterre, aller au point du fouet, à un moment péré. Puis au reste de liberté, oublié par la guerre, au pied d'un mirador, avec ses tiens mauvais. Liberté, hein. C'est un chez un mot qui dit, et dont au Vonabran des libertés, tout le monde ensemble. Vous, avec lui, si vous avez besoin de poser des questions à l'occasion, à moins que vous ayez mieux Athènes, puis des posages goût, ou bien puis avec vous et tout. Avec ma chef pêche de carte, qu'elle est l'autre, chez lui, que je l'ai foué, que je l'ai signé, qu'elle est pas à l'échelle, mais je sais pas grave, c'est une carte quand même. Enfin, le schletchel, elle n'est pas forcément les bonnes dans les deux côtés. Bon. Une phrase que j'ai entendue, je ne sais pas combien de fois. Oui, mais vous, dans le Vimeux, c'est pas pareil. Voilà.
Alors ailleurs, je ne sais pas comment c'est, mais dans le Vimeux, c'est pas pareil. C'est vrai. Je n'ai pas mis que je le dis. Alors, je vais donc le titre de la conférence, puis conférence il y a de ce soir, m'a été suggéré par Olivier qui était là tout à l'heure et qui m'a donc dit un jour existe-t-il une école picarde dans le Vimeux? Je n'en sais rien, je me pose des questions. Je ne suis déjà pas moi-même du Vimeux, je vais vous en dire un mot. Et puis derrière ça, je me suis dit bon, réfléchissons un instant. Bon, j'ai relevé le défi de la conférence, réfléchissons. Je vais répondre oui, je vais répondre non, puis on va voir à quoi on va aboutir. Alors si on répond oui, tous ceux qui ne sont pas du Vimeux, oui, mais c'est contestable, oui, où elle est cette école, c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est où, oui, peut-être, enfin bon, il y a des exceptions, et puis il n'y a pas que des écoles dans le Vimeux à ce moment-là. Olivier vient de parler par exemple des Tournaisiens, puis les gens de l'Artois, après tous, ou des Amiénois, enfin bon, donc oui, mais non, il n'y a pas d'école picarde dans le Vimeux. Non, ben alors là, les gens du Vimeux, enfin quand même, le deuxième mercredi de chaque mois, les picardisans se retrouvent. Non, mais il y a une continuité, il y a une qualité littéraire, il y a une production, on forme une famille, enfin quand même, il ne faut pas exagérer, si, on se sent soudé, il y a une spécificité dans le Vimeux. Bon. Donc, je ne vais pas vous apporter la réponse à cette question d'Olivier. C'est vous-même qui allez la trouver, la réponse, vous ferez la vôtre, chacun la vôtre, en fonction d'un certain nombre d'éléments que je vais tâcher de vous présenter, pas forcément objectivement. Je vais vous présenter des éléments, je vais vous donner des affirmations qui seront toutes contestables. Je pense que ce sont des généralités, en particulier dans la première partie du propos qui voudra un peu situer le Vimeux. Dans la deuxième partie, je pense que c'est beaucoup moins contestable parce que ça sera tangible. Et puis, ça ne veut pas dire que si c'est vrai dans le Vimeux, c'est pas vrai ailleurs. Ça ne veut pas dire que si c'est pas vrai dans le Vimeux, c'est faux aussi ailleurs. Donc, chacun d'entre vous fera sa propre réponse à la question. Après tout, je dirais que ce n'est pas forcément la question qui est importante, ce sera peut-être plutôt les éléments. Donc moi, en tout cas, je n'ai pas de réponse définitive, je n'ai pas l'intention de vous faire un cours, je vous donne simplement ces éléments-là. Et puis, je vais quand même vous rappeler ce que c'est qu'une école. Alors, j'ai à la maison une encyclopédie, alors c'est comme ça, on retourne directement à la source. Alors, d'après le grand Larousse universel, hein, c'est sérieux, c'est pas Picard du tout, une école, c'est un ensemble des partisans d'une même doctrine, les disciples d'un même penseur ou d'un artiste. Une école, c'est un mouvement issu de cette doctrine, ou cette doctrine elle-même, et l'exemple qui est donné, c'est l'école linguistique de Prague. Voilà. À partir de là, vous savez à peu près ce que c'est qu'une école. Si la question continue à vous tracasser, eh bien, vous ferez votre un peu cette définition-là pour voir où se situe le Vimeux. Alors, je vais d'abord, moi, me situer personnellement, parce que même si probablement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de moi ou vu mon nom accolé à quelques textes ou chansons en picard, je vais d'abord vous dire que je suis né à Abbeville, et qu'Abbeville, c'est pas dans le Vimeux, mais dans le Ponthieu. Quand même pas loin du Vimeux, ça se touche, mais quand même, donc je suis un enfant du Ponthieu. Ma mère est la première de la famille à être née dans le Ponthieu à Abbeville. Et de son côté, à ma mère, eh bien, j'ai de la famille à Ailly-sur-Noix, à Berny plus précisément. C'est pas franchement le Vimeux. Hein. Et puis, donc j'ai mon grand-père maternel quand même, qui est de la région de Fressenville et Harcourt. Voilà. Mais qui a vécu, en tout cas tout le temps où je l'ai connu à Abbeville, et qui travaillait dans les chemins de fer, et donc qui était, la ligne de chemin de fer ne passait pas, du moins celle-là, dans le Vimeux, voilà, de ce côté-là. Et du côté de mon père, la famille de mon père est originaire de Beaucamp-le-Vieux, et Beaucamp-le-Vieux c'est le sud amiénois, et donc c'est pas non plus le Vimeux, bien que la structure des villages de Neuville-Coquegueule, Beaucamp, où l'importance par exemple de la foire à débarquage d'Ornois-le-Bourg constitue peut-être une structure sociologique comparable à certains éléments dans le Vimeux. Mais donc j'ai entendu ces Picards-là, ceux de l'Amiénois, de la région de Rumigny, Saint, etc. J'ai entendu Orémo, j'ai entendu les Picards dans mes oreilles, ceux de Beaucamp-le-Vieux essentiellement, et puis ceux de Manchecourt, du quartier de la sucrerie d'Abbeville, dans mes oreilles depuis tout petit, donc je ne suis pas un enfant du Vimeux. Mais malgré tout, quand même, j'en ai une petite couche. Hein. J'ai pas les deux couches du Vimeux vert ou du Vimeux rouge, mais j'ai quand même la couche minium quelque part, puisque bon, j'ai trouvé que je suis à main pied dans le Vimeux. Hein. Je me suis marié avec Sylviana, qui était d'Arrée,
Et Arré, là, c'est quand même le canton de Saint-Valery, et là, on est dans le Vimeux, et ses parents à Sylviana sont de l'Enchère, de Pendée, donc on est dans le Vimeux côtier. Et puis, mes amis les plus proches sont, à commencer par Jacques, là-bas, qui se muge d'un Saint-Coin, sont de Bourseville, sont donc du Vimeux, et puis j'ai fréquenté quand même les Picardisans du Pontieux et du Vimeux depuis plus de 15 ans, depuis 84 assidûment, pratiquement tous les mois. Donc ça m'a donné comme ça beaucoup de liens, et je faisais tout à l'heure la réflexion qu'il me faisait un petit peu drôle quand même de parler de tous ces gens que j'ai côtoyés, que je côtoie et que je connais, qui m'ont connu et que j'ai beaucoup apprécié, que je regardais il y a une vingtaine d'années avec beaucoup de timidité. J'ai beaucoup de prétention de parler de tous ces gens-là, mais en même temps, je l'espère en tout cas leur rendre hommage. Voilà. Donc ce Vimeux, ben, on va aller le... Ah oui, puis alors j'ai oublié de dire, en plus j'y travaille dans le Vimeux, quoi. Je travaille à Saint-Valery, donc voilà. Et donc j'ai toutes ces affinités, et puis donc on va définir le Vimeux géographiquement, parce que c'est peut-être pas quelque chose une entité en tout cas qui est forcément bien connue de tout le monde. Alors je me suis donc amusé à tracer cette carte qui se veut plus... Il n'y a aucune route si ce n'est l'autoroute A16, donc je vais me lever, je vais prendre un micro qui se promène. Il faut atteindre la marche. Pardon, un marche-point, on atteint deux comme eux. Oui, c'est le point essentiel. Bon. Alors, bravo, on matin de mieux. Non. C'est gênant. Non, on se prend d'un Vimeux, n'est rien qu'il est heureux des jours d'échapper la foire, mais bon, c'est gênant. Alors, le Vimeux, le mot Vimeux. Alors, je ne vais pas vous faire d'étymologie. Une glace au citron émue. Ouais, je dois framboise, elle marche au point. Alors, le Vimeux, une rivière qui porte un nom qui ressemble, et puis un village. Alors, le village, c'est Vim, qui se trouve ici, Vim au Mont et Vim au Val. Voilà. Il se trouve que je travaille avec un film qui allait de Vin. Et puis la Vimeuse, cette petite rivière qui est un affluent de la Brenne, le dernier affluent d'ailleurs de la Brenne, sur sa rive droite, et qui donc conflue à Gamache. Voilà, on a un élément. On en a d'autres, par exemple, qui peuvent être dans la presse. Brenne et Vimeux, Brenne et Vimeuse, journal donc hebdomadaire de Gamache. On a des noms de famille, les De Vim. Alors ça, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, il y a une dame, Rolande d'Elguste De Vim, qui s'est appesantie amplement sur la question, donc dans un livre, 900 ans d'histoire d'un nom. Donc si ça vous intéresse de regarder les De Vim de plus près, vous aurez là un autre élément de réponse. Et puis, on va y chercher des limites géographiques à ce Vimeux. Alors généralement, il y en a trois qui sont assez simples, le nord, l'ouest et puis le sud. L'ouest, par définition, c'est pas très difficile, c'est la mer. Le Vimeux ne s'étend pas au-delà des flots, donc la limite c'est Cailleux, puisque le Hourdel c'est la commune de Cailleux. Et puis Cailleux, Holt, Mers-le-Tréport. Bien. On a une limite naturelle évidente. Une deuxième quand même qui n'est pas bien contestable, quoique les linguistes ont fait dépasser le domaine picard par-dessus la Brelle et même le massif de la Forêt 2. Deuxième limite, c'est la rivière de la Brelle. Voilà. Donc on a déjà une bonne situation. Et puis une troisième, la Somme, et en particulier le canal d'Abbeville à Saint-Valery. Voilà. On a, vu d'Amiens, en tout cas, on a quelque chose qui est évident. Le Vimeux, c'est le pays qui regarde vers la mer. Quand on vient d'Amiens, qu'on va à Magenmouille à très peu, on prend la route Piquigny, Rennes, Oisemont. Je ne suis pas persuadé qu'on ait bien le sentiment d'être ou de ne pas être dans le Vimeux à ce moment-là. On arrive à Gamache, et puis on arrive là, dans cette zone de la vallée de la Brelle, où il y a de l'industrie, verrière et serrurerie, et puis sucrerie jusqu'il n'y a pas longtemps, qui donne le sentiment d'arriver dans une zone plus populeuse, plus ouvrière. Mais si on prend une autre route, on arrive par Abbeville, et puis d'Abbeville, on va traverser Cambron, Mianet, on va passer au large un petit peu de tous ces villages-là, puisqu'on ne passe plus maintenant dans Fressenville, mais on va arriver également au Tréport. Et là, entre Cambron et Mers, on a aussi l'impression, le sentiment d'être dans le Vimeux, sentiment qui n'est pas faux du tout. Mais on peut trouver
d'autres limites sur lesquelles il sera difficile de s'accorder parce que la quatrième limite du Vimeux est floue, elle n'est pas matérialisée. Et donc, en fait, je me suis reporté à Charles Lecat, parce que je savais que les références étaient dans son étude sur le village de Wagnaru, Regard sur le passé d'un village picard, un livre qui a été réédité dans un autre format par la Wagner. Et dedans, il parle, il n'est pas le seul, Gaston Vasseur l'a fait également, il parle de la prévôté du Vimeux, qui est donc une entité administrative dont il a donné le contenu de cette prévôté juridique quoi, en 1567. Et cette prévôté du Vimeux comportait une ville, celle de Saint-Valery, sur Somme. Je vais me placer par ici pour des questions d'éclairage, parce qu'on a fait une répétition et tout. Hein. Donc Saint-Valery, une ville, 6 bourgs, Cailleux, Olpe, Bourquedeux, le bourg d'Olpe, Oisemont, qui était le siège de la prévôté, Gamache, et le 6e, Ornois-le-Bourg, qui se situerait à peu près ici. Alors, je dois dire que, à Beaucamp, papa est là, je ne sais pas, il me dira le contraire, on n'a pas eu le sentiment d'être dans le Vimeux, à Ornois, moins encore. Donc, cette prévôté du Vimeux, il y a 450 ans, en 1567, c'est pas forcément le Vimeux d'aujourd'hui, et c'est quand même normal qu'au cours de 4 à 5 siècles, il y ait eu, en tout cas, une acception du mot Vimeux qui est évolué. Alors je me suis dit, et donc il y avait également donc, dans cette prévôté 270 villages ou équerres qui étaient répartis en 10 districts. Alors je vous passe complètement toutes les questions d'administration, c'est extrêmement compliqué. Toujours est-il que dans ce Vimeux, cette prévôté, il n'y a jamais eu de comté comme il y a eu le comté de Ponthieu, par exemple. Mais le Ponthieu avait aussi quelques endroits où il y avait des emprises juridiques. Alors j'ai regardé sur une carte moderne, c'est pas très difficile d'ailleurs parce que je les avais en mémoire, les noms de villages qui s'appellent en Vimeux. Alors il y en a 7. Il y en a 7 plus 1. Alors il y en a 7. Il y a Feuquières en Vimeux. Il y a Hacheux en Vimeux. Et il y a Tours en Vimeux. Et puis après, on va s'éloigner de cette zone. Alors, je vous dis tout de suite, ça, le trait qu'il y a là, ça ne définit pas du tout le Vimeux. C'est une autre chose que je vous dirai tout à l'heure. Donc, on a 3 villages là, hein, enfin 3 villes, 3 communes. On a, en partant d'Abbeville, Sorel en Vimeux, qui est juste à côté d'Alencourt. Et un peu plus loin, à peu près ici, alors je n'ai pas pu le faire, il y a Méricourt en Vimeux, qui est juste à côté de Caen en Amiénois. Alors tout de suite, dans la prévôté du Vimeux, Caen en Amiénois faisait partie de la prévôté du Vimeux. Donc c'est pas parce que c'est marqué en amiénois que c'était pas dans le Vimeux. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut tracer des grandes lignes et puis on essaiera quand même d'accélérer pour aller vers les choses qui intéressent à la littérature. Et puis il nous reste Forceville en Vimeux, à côté d'Oisemont, et puis Lignières en Vimeux, de l'autre côté d'Oisemont, voilà, un peu plus au sud, sur la route de Sénarpon. Desnarpon. Et je vous ai dit plus 1, parce que le faubourg d'Abbeville, Rouvroy-Moteur, part d'un endroit, d'une rue d'ailleurs, maintenant actuellement, qui s'appelle Bourg du Vimeux. Donc en fait, on a là des points de repère où on peut se dire qu'on est en Vimeux. Alors libre aux gens de Lignières, où une fois j'ai chanté en picard, ça posait aucun problème aux gens de me comprendre, enfin, comme ailleurs d'ailleurs. Je chantais aussi à Montdidier, ça leur posait pas beaucoup plus de soucis, donc, et Montdidier pas en lui-même, mais libre aux gens de Lignières, ou de Méricourt en Vimeux, de se dire ou de ne pas se dire dans le Vimeux. Il est fort probable qu'on se sente beaucoup moins dans le Vimeux, dans la région de Warlus ou de Tailly, l'Arbre-à-Mouche, que dans celle de Vimoval. Et c'est tout à fait logique, mais ça, les fluctuations des gens, leur vie personnelle, leur voyage, là où ils se sont mariés, installés, peut amener à ce que les choses évoluent, même d'une famille à l'autre. C'est simplement pour vous donner des éléments. Donc la sensation d'être dans le Vimeux, de toute manière, me semble être constante quand on est sur le plateau. C'est-à-dire quand on est au-dessus des monts Caubert, quand on part d'Abbeville. À Mareuil, on n'a pas le sentiment d'être dans le Vimeux. À Pont-Rémy, on est dans le Ponthieu. Donc c'est quand on est sur le plateau. Et le plateau regarde les vallées. Et étonnamment, ou
naturellement, en tout cas, le Vimeu n'a pas de rivière. Il y a bien donc la Vimeuse, il y a également l'Atry, qui est un affluent de la Somme, du moins du canal, qui passe par Teufle et Mianet. Il y a la Valasse, que je ne peux surtout pas oublier ce soir, sauf faute de quoi je ne coucherai pas dans mon lit. Donc il y a la Valasse qui part de Niba, qui passe à Pararé, et qui reçoit, ou qui est reçue par l'Amboise, et l'Amboise, qui commence à déborder d'ailleurs, arrive à Saint-Valery. En tout cas ce matin, elle commence à déborder sérieusement. Et donc, il y a quelques rivières comme ça, mais on ne peut pas dire que le pays soit organisé autour d'une rivière. Il est organisé entre des rivières. Et donc, ce plateau me semble être une constante. Mais le plateau va jusqu'à Neuville-Kopgeld, etc. Donc, il vient jusqu'aux portes d'Amiens. Et donc, en fait, c'est difficile là aussi de trouver une limite. Je vais m'arrêter là sur ce domaine-là. Les limites, vous les demanderez aux gens qui habitent dans ces villages-là, s'ils se sentent ou pas du Vimeu. Mais il y a deux définitions quand même qu'il faut donner, parce qu'elles sont colportées. C'est celle du Vimeu vert et celle du Vimeu rouge. Parce que j'ai toujours l'impression quand même qu'il y a une espèce de duplicité. Alors c'est vrai, il y en a une. Il y a le Vimeu ouvrier, qui serait rouge, et il y a le Vimeu agricole, qui serait vert. Alors le Vimeu vert, c'est celui qui est le plus à l'est, pratiquement à droite de l'autoroute, autour en tout cas d'Alencourt et Oisemont, qui sont effectivement dans le Vimeu. Il est hors de question d'aller dire aux copains qui habitent à Alencourt qui ne sont pas vimeusiens. Et donc ce Vimeu est agricole, il y a très peu d'industrie, si ce n'est, quand je le micro peut-être, si ce n'est une industrie qui a connu beaucoup de déclin dans les années 70, celle du textile. Et puis un Vimeu ouvrier, qui n'est pas forcément rouge, sur le point de vue d'une couleur politique, mais qui tient quand même cette couleur des événements de 1906 à Fressenville, où les ouvriers serruriers essentiellement, enfin, en tout cas de la petite métallurgie, ont incendié le Scatieux de Fressenville. Et donc c'était plutôt des mouvements qui relevaient de l'anarcho-syndicalisme à l'époque. Ces mouvements ont été très retentissants, on a envoyé la troupe, et donc un petit peu, mais moins dramatiquement qu'à Fourmi, mais enfin quand même, il s'est passé là-bas des événements qui ont profondément marqué, et donc qui étaient des événements qui pouvaient être liés aussi bien à la séparation de l'Église et de l'État qu'à des revendications salariales, syndicales, par rapport à des durées de temps de travail essentiellement. Et le fait d'avoir pris des photographies, diffusé des cartes postales à l'époque, et puis d'avoir vu le drapeau rouge dans le Vimeu, ça a profondément marqué l'histoire du début de ce 20e jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, donc dans le Vimeu, qui est donc de là devenu rouge. Donc ce Vimeu ouvrier se situe à peu près dans le bas des pointillés, c'est-à-dire des villes comme, vraiment je suis succinct, Friville, Escarpotin, Fressenville, Feuquières, Ouincourt, Luisan-Gremer, Darny, Tully, Béthencourt. Et puis même un peu au-delà, bien entendu, puisqu'il y avait énormément de travail à domicile. Voilà. Et ce Vimeu est toujours actif, a moins subi la crise que le reste, mais est actif économiquement. Et par exemple, il y a toujours une exposition qui s'appelle Vimexpo, qui est là aussi une manière de colporter l'étiquette du Vimeu à travers l'Europe, en tout cas l'Ouest européen, puisque les entreprises, mais je vais en reparler, font partie de groupes maintenant internationaux. Donc je vous disais tout à l'heure, à mon avis, c'est un pays qui regarde vers la mer, même quand on ne vient pas d'Amiens, le Vimeu regarde quand même vers la mer. C'est à Holt qu'on va cueillir des mouilles, c'est au Tréport qu'on va se dénager, puis chez Tassin-Wéry qu'on va rebayer la mer, la Somme, qu'on va rebayer chez Coucher de Soleil. Dans le Vimeu, on ne va pas tellement nager des noms au Crotoy, ça c'était notre culture, dans le Vimeu, chez Pouilly, chez Mouilly. Même qu'il y a des matchs de mouilles à l'assiette du côté des Kerbotins. L'administration du Vimeu, aujourd'hui, c'est pratiquement tout dans l'arrondissement d'Abbeville. C'est une circonscription législative à part. Et un canton qui a été récemment créé, celui de Friville-Escarpotin, parce que c'est une zone qui est particulièrement populeuse. Alors, un petit mot d'économie, c'est pas du tout mon domaine. Quand même, dans cette zone industrielle, qu'est-ce qu'on y trouve? De la serrurerie, de la robinetterie, de la verrerie dans la vallée de la Brelle, des technologies qui peuvent être à la fois issues d'une tradition ancienne,
pluriséculaire, mais aussi une tradition qui est complètement moderne. Ce sont des gens qui s'adaptent à des besoins. Et par exemple, l'immense majorité des pins, des épinglettes qu'on a achetées pour soutenir une cause ou qu'on nous a collées pour faire de la réclame il y a une quinzaine d'années, ont pratiquement à 80-90% été fabriquées dans le Vimeu, dans une très grosse proportion à Bourseville. On y fait des gadgets, on y fait du pseudo-chromé, mais on y fait aussi des serrures de sûreté pour les centrales nucléaires ou pour d'autres lieux, donc des serrures qui peuvent être numériques. Oui. Hein, non, c'est... Hein, oui, donc oui, de la perche, Facom, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais donc ce sont des gens qui s'adaptent technologiquement à une situation. Et donc une structure qui est en évolution puisque les origines de ces entreprises-là étaient familiales et sont maintenant des groupes qui sont ou allemands ou italiens et qui travaillent aussi bien dans la robinetterie que dans la serrurerie et dans d'autres domaines comme ça. On fabrique par exemple des moules pour des ordinateurs portables. On fabriquera pas on fabrique la coque, il y a des mouleurs, il y a des gens qui travaillent vraiment sur des choses très pointues qui sont très proches de la technologie la plus avancée. Et puis dans la partie agricole, les deux parties étant parfois intriquées, eh bien on a une zone agricole, d'élevage, mais aussi une zone de pêche côtière qui est, elle, par contre, fortement menacée, ne serait-ce que par l'ensablement de Betsom et le fait que les pêcheurs ne peuvent plus accoster à Saint-Valery, par exemple, et même difficilement au Crotoy. Par exemple, en Betsom, il n'y a qu'une seule marée haute par jour, puisque celle de nuit, on ne peut pas s'en servir pour rentrer ou pour sortir du port, puisque le chenal, malgré le balisage, bouge sans arrêt et on risque de s'en sabler. Voilà. Le commerce, important. Le commerce, traditionnellement, c'est Abbeville, la zone de commerce où le Vimeu arrive. Il y a le jour du Vimeu, qui est le lundi. On ne travaille pas le lundi dans le Vimeu, et le jour du Vimeu, ça se perd sérieusement, et ce, pour au moins une raison, c'est que le Vimeu a développé son propre commerce. Friville, Escarbotin, Mers sont des endroits où on trouve aussi bien des McDonald's, des hypermarchés, enfin tout ce qui fait le commerce à la mode qu'on a envie de fréquenter. Et donc depuis une vingtaine d'années, donc, ce commerce s'est réorienté vers le Vimeu lui-même, une espèce d'autarcie. Et donc l'arrivée des autoroutes, donc là, je l'ai tracé, en fait, ne pouvait pas passer Grand Père parce que tout le reste c'est tellement populeux. Donc l'autoroute qui dessert et qui vient là pour desservir les entreprises de la petite métallurgie de la région de Feuquières, Fressenville, Friville. Et Carbone. J'ai plutôt Carbotin que Friville chez vous. Et donc, voilà un peu la structure économique. Alors il y a quelqu'un qui a bien travaillé la chose, c'est Guy Baron, dans un livre qui a été publié au CRDP d'Amiens, Le Vimeu, une étude de pays, où là, c'est quelqu'un qui a fait vraiment des études très très riches sur la question, et ça nous permet d'approfondir pour ceux qui veulent vraiment aller voir la sociologie et l'économie. Alors un mot de sociologie, de loisirs, de culture. Population nombreuse, il y a plus d'habitants dans le Vimeu qu'à Abbeville, par exemple. C'est une évidence, mais bon, encore faut-il la rappeler. Et puis, au niveau culturel, le rôle d'Abbeville aussi qui s'amenuise, par exemple, dans le fait qu'il y a maintenant un lycée dans le Vimeu. Il y a plusieurs collèges, mais il y a un lycée à Escarbotin, qui a le nom très poétique de la Rose des Vents. J'avais suggéré à Armel de Poigny, ils ont préféré la Rose des Vents. Et donc, ce lycée, en fait, fait en sorte que s'il avait existé il y a 25 ans, j'aurais jamais rencontré Jacques, j'aurais jamais rencontré ma femme, parce qu'il ne serait pas venu au lycée à Abbeville. Et moi, je ne serais pas allé au lycée du Vimeu. Donc, un Vimeu qui arrive à se débrouiller sans la première sous-préfecture du département. Un pays où les hommes sont, je vais dire, d'une manière rapide, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions à la chose, mais c'est quand même globalement vrai, ils sont solidaires, il y a de la débrouille. Quand on se promène dans le Vimeu, le dimanche après-midi, il y a beaucoup de remorques derrière les voitures. Mais ce n'est pas des remorques qui sont vendues à Point Vert ou à Noroto, non. C'est des remorques qu'on a bricolées soi-même avec un essieu, c'est un plateau, c'est des choses comme ça. Et on ne rencontre pas ça dans le département. J'ai personnellement voyagé dans pratiquement toutes les rues de tous les villages du département à l'ouest d'Arbonnières. On ne voit ça que dans le Vimeu, et quelques rares villages, par-ci par-là, on trouve un Aucleux, un Mollet-Rédeux, mais dans le Vimeu, c'est très très constant.
Donc la débrouille, une espèce d'autosuffisance, quand on a un problème, on arrive à le résoudre, il y a toujours un copain qui a un poste à souder, enfin bon, travailler le fer, ça ne fait peur à personne. Ailleurs, on travaillera le bois ou la terre, là-bas on y travaille aussi le fer. Et donc il y a des activités sportives qui sont, bon, il y a des activités conventionnelles, il y a du football, des choses comme ça, mais des choses qui sont un peu moins comme le handball par exemple. Énormément de clubs de handball qui se disputent avec acharnement des championnats. On y joue au domino par exemple, bon, des choses qui peuvent paraître désuètes, mais là ce soir il y a probablement des gens qui sont réunis dans un café en route à jouer au domino. On y joue aussi à la manille, hein, mais donc je veux dire, il y a des choses comme ça, il y a des concours de domino qu'il n'y a pas par exemple dans le Pontieux. L'importance de la chasse comme loisir, comme passion, comme style de vie, on ne va pas rentrer dans le détail, vous avez de quoi vous informer abondamment et quotidiennement sur la question. Mais il n'y a pas que de cache au gibier d'eau, il y a aussi de la chasse en plaine et des choses comme ça, et ça par contre ça se pratique moins dans le Vimeux s'ils sont vraiment attirés par la flotte. Le bord de mer, lieu de promenade, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Saint-Valery, le trait de bord, le Hable d'Olpe, mais pas simplement un lieu de promenade pour les gens du Vimeux, mais aussi pour les Amiénois quand même, il faut quand même bien le reconnaître. Et c'est un pays qui, il y a une grosse vingtaine d'années, a refusé la mise en place d'une structure qui devait s'appeler Parc naturel régional de la baie de Somme et de l'ouest du département de la Somme. Ils n'ont jamais trouvé ch'ti, mais personne n'en a voulu. Pas plus chez Cacheux que chez Écolo, pas plus chez Maire que chez Décideux, chez Conseilleux, puis chez... Personne n'en a voulu. Au Somme à nos pays, aux autres qu'au volant à nos maisons. Voilà. Et donc ce parc, semble-t-il, devrait être réactivé. Nous verrons bien si un quart de siècle plus tard, une génération ayant passé, s'il verra un jour ou bien pas. Je n'ai pas la réponse à la question non plus. Bon, un mollet d'histoire récente. La guerre de 70, de 1870, la guerre 40, sont passées dans le Vimeux comme elles sont passées ailleurs en France. Il y a eu l'évacuation en 40, il y a eu les Prussiens en 70, ça a laissé des traces. On ne s'est pas battu comme à Pont-Noyel en 1870, on ne s'est pas battu sur la Somme, en fait, bon, De Gaulle était à Upi, mais je veux dire que c'était une affaire éclair du Blitzkrieg, et en fait la guerre de 40 et la guerre de 1870 sont passées à peu près partout comme ailleurs en France. Par contre, si on parle de la guerre 14-18, cette zone sud-ouest du département de la Somme et sud-ouest aussi du domaine linguistique picard n'a pas vécu la guerre 14-18 comme la région de Péronne. Ça me semble une évidence. Il n'y a pas de cimetière militaire dans le Vimeux. Il y en a un à Ville, il y en a un à Condé-Folies, il n'y en a pas dans le Vimeux. Il y a peut-être une tombe par-ci par-là, mais très très peu. C'était l'arrière du front anglais, une zone donc qui n'a pas été occupée, contrairement à la région de Valenciennes, par exemple, dans le nord-est du domaine picard. Et donc les populations n'ont pas été déplacées, mais au contraire ont accueilli des étrangers qui pour certains sont restés, pour certains ont fait souche, pour certains ont donné naissance à des enfants. On a vu arriver des Indiens d'Inde, on a vu arriver des Nouers, on a vu arriver un peu de tout, on a vu arriver des Chinois qui étaient à Fressenville, parce que même si le cimetière chinois est à Noyelles, à Nolette, en fait ces pauvres garçons étaient employés par les Anglais dans le camp de munitions de Senneville et puis aussi à Fressenville. Donc en fait on a vu arriver dans une zone qui n'avait pas, je vais peut-être jamais mangé ni banane, ni peut-être même ananas, et je dis ça pratiquement sans plaisanter, puisque ça veut dire 14 qui amenaient les bananes, on a vu arriver la planète entière, mais pas sous forme de guerre, mais sous forme de troupes qui allaient probablement nous libérer. Et les populations n'ont pas bougé, les structures n'ont pas été, comme les mines par exemple, noyées, les structures industrielles, donc on a continué à travailler, et je crois que ça c'est un élément important du maintien de la langue, du maintien des individus, des gens dans les villages, et ça c'est probablement pas la clé, mais une des clés, un des éléments clés à la richesse et au ferment littéraire du Vimeux, c'est qu'il n'y a pas eu de coupure de génération, comme on peut, hélas, le regretter, mais il y a une cicatrice qui ne se refermera probablement jamais entre Péronne et Albert, et au-delà dans le Pas-de-Calais. C'est un élément qui me semble vraiment important. Donc, en résumé, tout ce que je viens de vous dire est selon une formule qui n'est que de moi, au sens où l'homme a été façonné par la nature tout au long de son existence. Le XXe siècle
a vu un peu ce changement où l'homme a voulu façonner la nature, et dans ce sens-là, peut-être que le Vimeux, le XXe siècle n'a pas vraiment eu prise sur le Vimeux. Il faut relativiser beaucoup cette affirmation. On va rentrer maintenant dans la langue. Je définis le pays. Deuxième chapitre, la langue. Alors je suis point un linguiste. Inno tismush, c'est bien, il y a des gens qui les ont étudiés, c'est fin bien. Et je leur fais confiance. Malgré tout, la langue est connue, et manifestement elle est différente dans le Vimeux, en tout cas elle a des nuances différentes dans le Vimeux qu'elle n'en a ailleurs. Le picard existe dans le Vimeux, et c'est peut-être ça la plus grosse des différences, avant même d'avoir des différences de prononciation ou de sonorité. Il existe. Vous allez, j'avais l'habitude de dire jusqu'à peu de temps, vous allez sur un stade de football, ou à une troisième mi-temps dans un bistrot, vous allez sur un marché, un lieu populaire, vous entendez, si vous ouvrez vos oreilles, vous entendez parler picard. À Abbeville, dans le Vimeux. Mais si vous allez à des résultats d'élections municipales, vous en entendez encore plus. Je veux dire, c'est une évidence. Et là, qu'on ne vienne pas me dire c'est du méchant français, non, forcément, il n'y a pas que du picard, tout le monde ne parle pas picard, mais il y en a. Et il y en a également à des enterrements. J'étais à un enterrement lundi matin, et il y avait des gens du Vimeux qui étaient derrière moi, que j'écoutais distraitement, mais qui ne faisaient que parler picard. Et ils étaient de la région de Saint-Valais. Et quand on retrouve des Vimeusiens en Hollande, et qu'ils veulent se rassurer, ils se parlent entre picards. Manque de chance, j'étais derrière eux, puis j'ai tapé sur l'épaule. Ils étaient en route à me dire, deux couples de Cardotins et puis de Fréchenville, que je ne connaissais pas. Ils étaient en route à dire, t'as mis qu'à perdre le piquet, ici, il n'y a personne qui te comprendra. Peu de chance, j'étais derrière, je dis, ah, des patchèches. Anecdote vécue. Il y a des témoins dans la salle. Et la même anecdote s'est reproduite ailleurs, dans le train, et s'est reproduite aussi en Grèce, et c'était pas moi qui l'avais vécu. Donc ça existe, c'est une présence qui est rassurante, mais c'est aussi un sacré gage d'authenticité et de qualité de la langue qu'on pratique quand on prétend en écrire 3 mots et les coucher sur une feuille de papier. Alors, une langue qui est identifiée par des traits linguistiques, par un vocabulaire, et donc par cette présence. Alors des traits linguistiques, j'en ai gardé un seul, parce que c'est probablement celui qui déroutera le moins. Donc j'ai fait figurer sur cette carte, c'est cette zone qui est entourée de pointillés, zone qui a été définie par Gaston Vasseur dans ses différents ouvrages, et en particulier dans sa grammaire, et puis dans son dictionnaire aussi, sa grammaire des parlers picards du Vimeux, qui a été édité en 1996. Donc cette zone, c'est la zone où les infinitifs du premier groupe, verbe chanter, se disent pas canter, ils se disent canteux. Voilà. Donc c'est ce E qu'on retrouve également, alors j'ai noté parce que je ne veux pas dire de bêtises, en finale des noms qualificatifs qui en français s'écriraient ER comme un panier, on dira un peigné, puis dans le Vimeux on dira un peigneux. Comme le père on dira un pigny, hein, ça c'est dit également. Voilà, un groseilleux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de profond dans la gorge des gens quand ils parlent, qui fait qu'il y a vraiment là une nuance à l'oreille importante. Il y en a une autre qui... donc on retrouve ce E chez Comeux, au lieu de chez Como, hein, ou chez, comme chat ailleurs dans le domaine linguistique. Hein, chez Stille, chez Stille. Voilà. Et un autre trait linguistique qui est lié au verbe, c'est que dans la conjugaison au passé, l'imparfait en français, je chantais, je cantouais, à Abbeville, et je cantouais dans le Vimeux central. Voilà. Le Vimeux central, ouest, là, hein, dans ce secteur-là. Alors les villages, les individus peuvent dire, ne pas dire ce trait linguistique. J'aurai l'occasion tout à l'heure de dire que ça a pu servir de prétexte à l'écriture d'un roman. Et autre trait que je n'ai pas fait figurer sur la carte, c'est ce qu'on appelle en linguistique l'assimilation régressive. Vous voyez qu'à Finireux, par un intelligent de s'intéresser au picard. L'assimilation régressive, c'est quand on dit à Abbeville Scholport, dans le Vimeux, on dira Schopport, Chauffeux, Schoppkreuser. Voilà, au féminin. Et cette assimilation n'est pas constante dans tout le Vimeux. Par exemple, à Moyenne-Ville, on dit ni Scholport ni Schopport, on dit Scholport. Mais je ne suis pas vrai d'un tout, chez Hameau de Moyenne-Ville, qui est une très grande commune. Et donc ces traits-là sont caractéristiques. Et ils ont une fonction en particulier, à mon avis,
l'assimilation a une fonction à la fois d'identifier les gens qui y sont, mais ceux qui n'en sont pas du Vimeux prennent très rapidement cette tournure-là et ont beaucoup de mal à s'en défaire. Alors ça peut aller dans certaines zones, comme à Niba, ça a été bien décrit, que le sujet, donc par exemple, je vais vous donner la phrase que Gaston Vasseur emploie, la vache donne du lait, chauffe-vac, pas de problème, pense tout le monde. Ailleurs, on dirait elle donne du lait, chauffe-vac, elle donne du lait. Ça ne veut pas dire elle te donne du lait, c'est chauffe-vac, elle donne du lait. Voilà, donc il y a une forme de souplesse dans la phrase, il y a moins de respiration, et donc il y a une espèce de fondu tout au long de la phrase qui est présente, qu'on prend à l'oreille, mais qu'on prend aussi assez vite dans la bouche. C'est pas typique du Vimeux, du moins ça n'est pas exclusif du Vimeux. La région de Berck fait la même chose. Elle le fait même dans d'autres situations que Pierre Yvard vous expliquerait nettement mieux que moi, puisqu'il est natif de là-bas, et qu'on retrouve dans les écritures de Lucien Tétu, par exemple. Donc cette assimilation, c'est important, c'est pas une constante, et en particulier dans le secteur de Oisemont, d'Alencourt, de Moyenneville, c'est loin même d'être constant. Mais ça se remarque bien. Donc je vous disais que c'était le prétexte à un roman, oui, c'est le roman de Jean Leclerc que je vous présenterai tout à l'heure, Schlottokar du Bourquet 2, roman lui-même issu d'un texte qui s'appelait Train d'Atteville à Tréport, et en prenant le train d'Atteville au Tréport, qui passe par tous ces petits villages de Valine, etc., eh bien, il pouvait, en écoutant les gens, selon qu'ils disent, oui, Chauffe-vac, elle donne du lait, et il était quasiment sûr qu'il avait des chaînes pour arriver à Nibeux, mais s'il avait dit Cholvac, elle donne du lait, là c'était plutôt pour Moyenneville, etc., etc. Donc il y a des prétextes linguistiques qui fait qu'on va pouvoir identifier les gens d'un village à l'autre, et parfois même avec un peu plus de détails quand on a l'oreille aiguisée. Alors le comble de ces assimilations, alors je vous en donne une que j'ai vraiment entendue. Je crois que chez toi Saucourt, mais bon, peu importe d'où. C'est celui qui dit comme ça, je vais partir, hein, en français, ou je vais m'en aller. Je m'en vais m'en aller, et bien je m'en vais y aller. Et puis il avait dit maïale. Voilà. Il n'y avait quasiment plus rien. Il y avait 2 syllabes, maïale. Voilà. Et je m'en vais y aller. Alors, il y a aussi la manière de saluer que Gaston Vasseur a relevé dans son dictionnaire pour dire bonjour à quelqu'un que l'on connaît et que l'on tutoie, on lui dira « et puis quelqu'un ou plusieurs que l'on ne connaît pas ou que l'on vous voit dira « Hey !» Il ne reste plus grammaire qu'un mot. Le comble étant signalé dans la grammaire de celui qui s'apprête à faire « ou « eh » et qui n'a pas le temps de le dire parce que celui en face qui arrive lui dit « Atitou !» D'accord. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où il y a une grosse complicité, des atomes crochus entre les gens qui se reconnaissent parce qu'ils savent qu'ils vont parler picard, et donc ils le font naturellement sans y mettre de forme, sans y mettre de barrière. On sait que ça passera parce que le picard est présent. Il est présent, et il est présent aussi avec son vocabulaire, un vocabulaire qui est riche, qui est très riche. Quand on s'est, je vais dire, amusé, parce que c'était aussi une partie de plaisir, on a eu du boulot, à faire la réédition de ce dictionnaire de Gaston Vasseur, publié en 1963 dans la réédition, alors que j'avais dit que chez tous les pivots que j'ai amené tout. Hop, j'ai le déluge. Donc la réédition qui a été faite par les éditions Cides il y a combien, 3 ans et demi, eh bien, on a quand même récupéré, quand c'est bien chez les ordinateurs, on sait tout, ça se casse ses têtes, chez Calcul, il se fait tout seul, 11 800 mots quand même. C'est pas le français courant du journal de 20 heures, quoi. C'est quand même une richesse. Alors bien sûr, il y a des synonymes, il y a des redondances, mais il y a quand même 11 800 mots, quand même coupé en deux, il y en a quand même plus de 5 000, quoi. Donc il y a franchement de quoi s'exprimer, et surtout de quoi être compris, parce que ces mots-là sont compris. Et puis, sans vouloir dire du mal, quoi. Je dis qu'il y a quand même beaucoup de mots qui ne sont pas dans le dictionnaire de Gaston Vasseur, qu'on aurait eu plaisir à ajouter, mais on a voulu vraiment respecter le travail de l'auteur, donc on a mis des compléments et des suppléments de définition, mais il y a d'autres mots qui s'emploient, que le Vimeux a fait sien depuis 40 ans, et qui donc, ou a renouvelé, ou a ressorti grâce peut-être et probablement à la littérature, et qui donc pourrait permettre comme ça d'augmenter cette pagination. Donc une langue qui est intercompréhensible. C'est pas parce qu'il y en a un qui va dire « je cantoie comme eux » et que Stick qui dit « je cantoie comme eux », il n'aura pas compris. C'est intercompréhensible, et ça aussi c'est une richesse du Vimeux.
Les dictionnaires, j'en ai parlé, mais il n'y a pas que ce dictionnaire qui fait quand même, dans sa version originale, qui fait quand même ses 790 pages. Il y a des lexiques qui vont reprendre des termes de métier. Alors, des lexiques qui n'ont pas été faits que par Gaston Vasseur, mais il en a fait. Donc il y a le lexique serrurier du Vimeux. Je ne vous ai pas amené tout, hein. Je vous garantis, il y en a qui sont dans les bulletins de la linguistique, etc. Donc je n'avais pas du tout l'intention d'être exhaustif. Il y a le lexique du tisserand, où tous ces travaux ont été encouragés, vraiment très encouragés par Robert Loriot, qui donnait, je pense, il faudrait demander à Jean, qui a connu cette époque-là, mieux que moi, Jean Vasseur, le fils de Gaston, des précisions, mais Robert Loriot a encouragé Gaston Vasseur à lui donner une autorité universitaire pour publier, pour poursuivre ses travaux, pour les approfondir. Et donc d'autres lexiques, je les prends tels qu'ils se présentent, hein. Le lexique du cultivateur Picard, qui est d'Arthur Lecointe, qui a été publié par Éclitra en 1988. Le lexique, le parler de mon village, qui est le parler de Saint-Molvy, et c'est une région, le canton d'Oisemont, qui était pratiquement inexploré, en tout cas de manière aussi précise. C'est Marcel Goffinon, originaire de Saint-Molvy, mais qui habite dans l'Eure, qui a voulu absolument, à l'automne de sa vie, rassembler tout le vocabulaire, toute sa jeunesse dans ces pages-là. Il y a également Debry, René Debry, à l'Université de Picardie, qui a fait un lexique des parlers picards du Vimeux, et qui s'est senti obligé, 3 ans plus tard, de sortir un complément à ce lexique. Donc c'est une excellente chose. Et puis des lexiques, je vous disais tout à l'heure, thématiques, cela étant soit localisé, soit... Enfin, le nom de cultivateur picard, c'est aussi thématique sur un métier. Et des lexiques qui ont pu être faits par plusieurs personnes, comme Armel de Poilly et Gaston Vasseur, dans le lexique du clefetier de Darny, qui est donc été publié, celui-là, en 1969. Il y en a d'autres, alors j'ai noté ça. Le patinier à Arrêt. Le patinier, c'était celui qui faisait chez Galoche. J'ai même un Galoche de Pio qui l'a fait à la maison, parce que Sylviana habitait juste à côté de chez Génie. J'ai connu Génie, la femme de chez Patinier d'Arrêt. Armel de Poilly et Marius de Vim ont fait le lexique du charron de Saint-Valery et d'Arrêt. Charles Leca, qui a fait son lexique français picard du Vimeux, un véritable outil. Je reviendrai sur cet outil. Il y avait, qu'est-ce qu'il y a encore comme lexique? Enfin, une agramme, hein. Oui, Robert de Vim, le frère de Marius, qui a fait le lexique du bûcheron de Mons-Goubert, et également le lexique du moissonneur. Et puis Marcel Bon, qui est originaire de Cailleux-Saint-Valery, qui a fait des travaux de compilation sur les lexiques des noms de plantes et les lexiques de noms d'oiseaux. Et puis je ne vais quand même pas oublier Jacques, je ne sais pas parce que je suis un camarade que j'aime dire et point, qui a fait un lexique des mots rares de Bourseville qui ne figuraient pas dans le dictionnaire de Gaston Vasseur, des mots qu'il tenait de sa mère et peut-être plus encore de sa grand-mère. Donc voilà quelques exemples. Et donc je pense que ça c'est important parce que tous ces dictionnaires lexiques existent, sont disponibles au moins en bibliothèque ou restent disponibles en librairie et sont donc des outils. Et il y a une langue est aussi une langue spirituelle, vivante, imagée. Et Gaston Vasseur, en 1960, a publié à Arras, parce que la Société de linguistique picarde n'existait pas encore à l'époque, ça s'appelait la Société de dialectologie picarde, a publié les proverbes et dictons des parlers vimeusiens dans une plaquette qui n'est pas franchement trouvable, mais bon, elle existe. Et là-dedans, il y a des dictons, alors sur un tas de choses, la vie de l'homme, les relations des hommes, les défauts, les qualités de l'homme en société, etc. Quelques dictons liés à la météo, les blasons de village, etc. Je veux dire, c'est une mine qui complète la grammaire, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut se servir, quoi, dont on peut vraiment se servir. C'est une langue qui tout de suite prend des couleurs. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, hein, et heureusement d'ailleurs que ça existe aussi ailleurs, mais le Vimeux a ses dictons avec ses localisations, avec les saints, les lieux un peu magiques où on allait, les filles, franchir le chepeau de Saint-Leurin à Alville 2 ou bien ailleurs, fêter tel ou tel saint. Donc il y a tout un tas de choses comme ça, tout un tas de rendez-vous avec le Vimeux qui sont pris dans ces pages-là. Donc une langue qui est bien décrite, qui est bien transmise, qui est bien diffusée aussi. Une toponymie, je vous en ferai peut-être une petite démonstration tout à l'heure, une toponymie qui est très très bien maintenue,
toponymie picarde, j'entends, une prononciation locale des noms de lieux qui est bien maintenue. Et puis, des outils. Alors, des outils, je vous parle bien de la langue vivante. Là, je ne vous ai pas parlé du folklore, je ne vous ai pas parlé de la cuisine, je ne vous ai pas parlé des spectacles, je ne vous ai pas parlé de, je sais pas, de l'histoire locale, je ne vous ai pas parlé de coutumes, je vous parle uniquement de la langue, quoi, c'est-à-dire de ce qu'il va faire tout à l'heure la littérature. Alors, ces outils sont des outils importants parce que ce sont des outils qui sont destinés à tous. Ce ne sont pas des outils exclusivement destinés à des linguistes, à des gens qui sont venus pour analyser la langue. Bien sûr, ça sert aussi à ces gens-là. Bien sûr, dans le dictionnaire de Gaston Vasseur, il y a la prononciation en écriture phonétique. Mais il y a une écriture qui suit les principes, j'en parlerai aussi des picardisants du Pontieux et Vimeux, qui est une écriture qui ressemble à l'écriture du français, qui a le gros avantage d'être celle qu'on a apprise tous à l'école, et donc qui nous permet de ne pas être perdus. Ce n'est pas un travail c'est un travail pour spécialistes, mais c'est aussi un travail pour tout le monde. Ce n'est pas un travail de spécialiste pour vulgariser, non, c'est un travail pour tout le monde. Il n'y a pas d'existence d'une littérature, en l'occurrence, mais même de quoi que ce soit, sans qu'il y ait de diffusion. Et Stilo, qui l'écrira, je publie le livre du monde, mais qui sera tout seul à l'avoir écrit, à l'avoir lu, il n'y aura personne qui le saura. Et ça sera bien dommage. Et les éléments de diffusion dans le Vimeux, pour le Vimeux, existent. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Je pense que quelqu'un comme Charles Dossin à Doulan a également, à travers son journal du Petit Doulanais, permis de diffuser du Picard à travers les contes de Florimond en Menton. Je n'en doute pas un instant. Mais le Vimeux a sa presse, a ses associations. Sa presse, ce sont des moyens hebdomadaires. On peut presque dire a eu sa presse, parce que ça a quand même changé dans la dernière dizaine d'années. Mais ça s'est tellement maintenu, c'est tellement ancré chez monsieur et madame tout le monde, qu'on ne peut quand même pas ne pas en parler. Presse et association. On va commencer par la presse parce que ces hebdomadaires du Vimeux, que je vais citer tout à l'heure, sont des vecteurs très importants des auteurs dont je parlerai tout à l'heure aussi, après. Ce sont aussi des liens croisés entre les individus, des liens affectifs, des liens entre générations, peut-être probablement aussi des rivalités à certains moments, une émulation plus qu'une compétition quand même malgré tout. C'est important ces croisements entre les individus, entre les lieux où ils habitent, il n'y a pas de jalousie, au contraire, quand il y a quelqu'un qui sort un bouquin, tout le monde a envie d'en parler. Et puis c'est important aussi parce qu'il n'y a pas de jalousie ou de manière de rejeter des générations qui ont ou précédé ou qui ont envie de suivre. Quand je suis arrivé au Picard 10 ans, quand Jacques, plus jeune que moi, est arrivé au Picard 10 ans, bien avant moi, on n'a pas dit « Tchèche que je n'azule, quoi qu'il vient fouiller. » Non, on a dit « Assit Pio ». On n'a pas dit « Écoute », on a dit « Si tu as quelque chose à dire, dis-le ». Et donc, c'est important. Il n'y a pas de rejet, et pas plus que les jeunes, que nous avons pu être à un certain moment, n'ont eu envie de dire « Oh, mais ce que j'ai vu, l'ont écrit chez des vieilleries, ne nous intéresse point, nous, ce qu'on veut faire, c'est autre chose. » Non, il y a des liens. Et quand, par exemple, on a créé à Chancheron un site internet, il va y avoir 5 ans, il y a 4 ans et demi, une des toutes premières choses qu'on a fait dans le premier mois d'existence de ce site, c'était vraiment de réunir les Picardisans qui en avaient envie, Picardisans au sens large d'ailleurs, les uns et les autres qui en avaient envie de venir voir qu'est-ce que c'était qu'Internet, qu'est-ce que ça voulait dire du Picard dans l'Internet. Et c'était, pour moi en tout cas, une après-midi passionnante, mais surtout épuisante. Je suis revenu sur les genoux parce que Léopold Levine, il ne m'a pas lâché, quoi, je veux dire, et puis Eugène Chivot, et puis Gisèle Sceaux, et puis tout le monde voulait savoir, voir, entendre, écouter, comprendre. C'était une manière aussi de s'approprier une technologie, il y a 5 ans, qui était quand même pas franchement des plus diffusées, et moins encore support de langue locale, langue régionale. À me donner du goût à d'autres chiens pour après le zinguerner d'un schlafouet à l'intérieur. Dans le Vimeux, l'orthographe, la graphie, il faut quand même bien en dire un mot, parce que ça ne me dit rien, j'ai rien à dire à cause qu'il n'a perdu point. C'est pas un but en soi. C'est pas un objectif. Au mieux, c'est un moyen. Généralement, moi j'ai tendance à dire que l'orthographe, ça concerne que ceux qui n'écrivent pas en picard. Mais bon, ça c'est un peu méchant, je le reconnais volontiers. Mais disons que dans le Vimeux, il s'est trouvé
qu'il y a eu des gens de bon sens dans les années 60 qui se sont réunis en disant on va édicter quelques principes généraux. Alors comme il y avait d'autres bisbilles à ce moment-là avec d'autres gens, on a appelé ça l'orthographe picarde. À mieux dire oui, la graphie picarde, et puis ça serait bien, mais ce qui est important surtout, c'est principes généraux et règles pratiques établies par les picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Ça a été publié en 1968, chapeauté une révolution, mais ça a été un élément qui a résolu tous les problèmes pour les gens du Vimeux. Et je dirais même qu'au-delà de ce petit fascicule, qui comporte beaucoup plus de pages que de pages pratiques sur le Picard du Vimeux, puisqu'en fait, ça ne comporte, quand on a enlevé que l'introduction et puis tous les heureux textes qui sont à la fin, ça ne comporte jamais que 4 pages, dont une de conclusion. Donc je veux dire que ce sont vraiment des règles extrêmement simples et qui permettent à tout le monde de s'adapter. Et plutôt que de bavarder sur cette question-là, je m'en vais vous donner l'opinion. L'opinion de Julie Auger, qui est linguiste, qui est canadienne, québécoise, mais qui travaille en Indiana, et qui, quand elle a vu l'annonce de la conférence, m'a envoyé un petit mot en me disant que veut-on dire par école? Et que définirait cette école potentielle? Comme je n'ai aucune formation littéraire, il ne m'est pas possible d'évaluer un certain courant littéraire qui caractériserait les écrits des auteurs du Vimeux. Mais du point de vue linguistique, il est intéressant de constater que Vasseur, De Poilly et puis Schlancheron ont mis sur pied un système orthographique cohérent qui permet de représenter les variations individuelles et géographiques qui est disséminé dans tous les écrits de Schlancheron et que les auteurs vimeusiens et même les autres peuvent facilement adopter. Il est aussi intéressant et important de constater que la langue des textes des auteurs du Vimeux semble refléter un effort de créer un picard littéraire qui soit distinct du français en choisissant des formes phonologiques, morphologiques et syntaxiques, j'ai des gros mots, typiques du picard et distinctes du français standard. Dans ce sens, je crois qu'on peut dire qu'il existe une école picarde du Vimeux. Dans ce sens. Je ne sais pas mis que je le dis, je ne sais pas mis que j'y ai voulu dire. Mais je sais mis que je vous le racache. Les associations et puis la presse, donc. Associations. J'ai compté comme ça dans ma tête une quinzaine de troupes de théâtre ou de chorales de chansons qui ont à leur répertoire, pas exclusivement, mais qui ont mis depuis un quart de siècle à peu près du Picard à leur répertoire. Une quinzaine dans le Vimeux, qui peuvent être des troupes constituées en association, etc., qui peuvent être aussi des comités d'entreprise, qui peuvent être un comité des fêtes qui ne jouera qu'une fois l'an, peut-être même qu'une fois tous les 10 ans, mais ça existe. Parmi toutes ces troupes, associations, etc., il y a donc des groupes constitués, déposés, patentés, et il y en a 2 qui émergent, les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux et Schlancheron. Mais je vais quand même en citer une pour l'anecdote qui a son siège social à Ramburel et qui s'appelle « Je vous rouais comme explique ». Voilà. Ce ne sont pas des gens qui... C'est plutôt un club du 3e âge, si vous voulez. Ce ne sont pas des gens qui ont pour but de promouvoir la culture picarde, mais ils ont pris ce vers de Jules Dufresne et puis ils en ont fait le titre de leur association « Je vous rouais comme explique ». Voilà. Et donc les Picardisans du Ponthieu et du Vimeux, créés le 11 mai, du moins dont la première réunion a été le 11 mai 1967, bien sûr, ça me semble tellement évident, à l'initiative de Gaston Vasseur, avec comme premier but celle de rédiger cette petite plaquette, de mettre au point ces principes orthographiques, et qui depuis ne cesse de se réunir le 2e mercredi de chaque mois. Et donc, on s'est réunis le 2e mercredi de ce mois de mars de l'an 2001. Ça fait plaisir, je veux dire que quelque part, on se dit, mais ça fait un tiers de siècle, quoi. C'est quand même, ça commence à... Je me souviens un peu de la fête des 20 ans qu'on avait fait comme ça, enfin, je me souviens d'un tas de choses, je dis, ça fait un tiers de siècle maintenant. Et ça continue, et il y a toujours autant de monde, et bien entendu, ce ne sont plus exactement les mêmes, quoiqu'il y a quelques piliers qui sont là pour nous rappeler les origines du groupe, parce qu'on ferait mieux parler d'un groupe plutôt que d'une association, c'est quand même un groupe d'amis. Cette réunion mensuelle, elle a quoi comme but? Elle a comme but de rassembler des conteurs, c'est comme ça qu'on les appelle, même s'ils viennent pour canter, c'est quand même des conteurs, qui ont écrit un texte pour le dire en public à leurs amis qui sont là. Ce texte va être enregistré, ce texte est écrit, il sera donc
maintenant photocopié, en tout cas il sera conservé, archivé. Les enregistrements des picardisans du Ponthieu et du Vimeux ont été dupliqués, envoyés à la Bibliothèque nationale, conservés au Centre d'études picardes. Et si je pu vous passer tout à l'heure sur CD l'enregistrement d'Eugène Chivot, c'est grâce à ces enregistrements qui ont été conservés et que Jean-Michel Éloi a récemment retranscrit pour partie sur CD, donc sur support numérique. Donc, je veux dire, c'est pérenne quelque part. Ces textes sont accumulés. Certains d'entre eux, vous le verrez tout à l'heure, ont donné l'objet à la naissance de nombreux livres. D'autres sont publiés par-ci, par-là, dans Schlancheron ou ailleurs. Et donc, ça se réunit comme ça depuis 34 ans. Et il n'y aurait pas, je pense, ces réunions s'il n'y avait pas d'auditeurs. Il est important qu'il y ait des auditrices et des auditeurs, comme il y a des conteuses et des conteurs. Ces oreilles-là sont le gage de la qualité de la langue. Les premières réunions des picardisans, dans la première vingtaine d'années, étaient des réunions où on discutait beaucoup de la qualité de la langue, du mot employé, du verbe, pour reprendre le sens écologique du verbe, et auquel on aspire à nouveau parce que de nouveaux conteurs sont arrivés. Et, on se dit, mais d'où qui ça, qui n'a pas dit un café qui l'a dit comment. Et je pense que prochainement, on va réactiver cette forme de conversation autour de la qualité de la langue. Mais en tout cas, ces oreilles qui sont présentes, et on est pas une vingtaine chaque mois, et parfois plus, ces oreilles qui sont présentes, donc un des gages de la vitalité de cette langue, et les heures sont 5, 6, 8, des pains, de la météo, beaucoup de choses. Enregistrement, donc, je dis, et donc ils sont partis à la Bibliothèque nationale, et de temps en temps, je fais un mauvais plaisir, un espèce de bûcher que je vis, donc on hyper apéro. Moi, c'est tout juste. Un mot quand même, je dirais qu'il ne se repoint, un lancheron, voilà. Comme je ne sais pas que ma cotisonne a vos bouillies, c'est un lancheron. Un pissenlit, j'ai entendu quelqu'un qui m'a soufflé. Et le premier numéro, il est paru en 1980. Donc le but de Schlancheron, quand Jacques m'a dit il faudrait faire un nom de Picard, il n'y en a jamais eu, de base, j'en ai jamais eu. On ne savait pas si c'était vrai ou pas, c'était pas tellement la question de touche, c'était de le fouer. Oui, aux aveux de 20 ans, on n'avait pas dire non. Les jeux cacheteurs, on n'arrive plus à le dire. Alors, je ne sais pas quoi dire à l'époque, au journal. On dirait 250 au mois d'avril 1980, puis on n'aurait plus. On a foué 250, mais chez Tokoyach numéro 1. Au bout d'un moment, elle a dit on va mourir au 1 comme eux à la finale. Alors, à fouet qu'aux aveux de Mikomi Sasachi au mois de juillet, sera trimestriel. Puis, comme je ne sais pas, Narmontrazote, c'était parce qu'il y avait des gens, des individus qu'on connaissait, que Jacques connaissait très bien, que j'ai appris à connaître aussi, qui écrivaient, mais qui étaient publiés pratiquement nulle part, quoiqu'à l'époque, le quotidien régional a publié beaucoup plus qu'aujourd'hui. En tout cas, du Picard présent, au temps présent, il a publié beaucoup plus. Bien qu'il y ait eu ces journaux du Vimeux dont je vais vous parler tout à l'heure, on ressentait quand même le besoin, ce fourmillement à Froumionoué, le Picard. Et donc il y avait ce besoin. Et s'il n'y avait pas eu d'auteur, Schlancheron n'existerait pas. Mais Schlancheron, c'est pas que du Picard, du Vimeux, il y a aussi du Ponthieu, il y a tout de suite eu de la Miennois, il y a tout de suite eu des gens d'Artois, il y a eu aussi des gens du Tournaisis qui se sont spontanément mis à nous envoyer des enveloppes avec un timbre marqué dessus Schlancheron, Chanteau de Béloué, à Borcelle-Ville, Plachter, chez Tadville, mais ça ne gêne point. On continue toujours à avoir le péché originel du Vimeux, mais on ne va pas s'en plaindre. C'est quand même pas plus pire que pourront passer, mais je sais pas. Et puis Schlancheron, derrière ça, ça a été de l'édition, ça a été parce qu'il y avait des volontés de faire des choses qu'on a mis des fois des années, des dizaines d'années à mûrir, comme ce numéro sur la guerre 14-18, qu'on avait l'idée dès 1979 de publier, mais qu'on a attendu le numéro 59 pour le faire. On avait aussi des idées un peu farfelues qui ont pris corps de rendre honneur à un auteur, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour parler de Schlancheron, simplement vous dire ce qu'on a pu faire pour diffuser cette langue. Ça a pu être des expositions, ça a pu être bien entendu des spectacles de théâtre, de chansons, de création. On a toujours tenu à ce que ça ne soit pas des reprises. Bon, on a peut-être tort, on a peut-être raison, chez ce qu'on fouet, puis chez ce qu'on continue à fouer quant au canton. On a fait des interventions dans les écoles, dans les centres aérés, et pas uniquement dans le secteur de l'ouest du département, mais même au-delà. Mais on en a fait et on en fait encore à la demande d'enseignants, et c'est quand même dans le Vimeux où on a le plus de demandes. J'en ai encore reçu une hier par le biais d'Internet, acheteur, mais je ne le cache pas, je suis toujours une demande. Et on a accumulé, bien entendu, une forme de documentation. Forcément, au bout de 20 ans, quand même,
On a accumulé de la documentation, on a accumulé des inédits, on a accumulé plein de choses. Et il y a des gens, et ça nous fait toujours plaisir, qui nous font confiance, qui nous confient des textes, qui nous confient des choses excessivement précieuses parfois, comme ce manuscrit que je vais vous présenter, qui s'éloigne un tout petit peu de la conférence de ce soir, mais tant que je l'ai dans mes mains, je vais vous le montrer. C'est ce manuscrit de 1837 qui a été retrouvé à Upi par M. Caron, je suis marionnettiste, ce qui là, ça... C'est pas ses cabotins, puisque lui, je ne sais pas vraiment des cabotins, mais qu'il a ses marionnettes derrière lui. Et donc ce manuscrit qui est présenté dans le numéro 83 de Schlancheron, que les abonnés ou ceux qui ne sont pas trouvent dans les kiosques en ce moment, voilà, du Picard écrit à Upi, à Abbeville, puisque c'est signé, daté d'Abbeville et de Upi, en 1837 par Furcy Mélier, qui était l'arrière-grand-père de M. Caron. Et donc, je veux dire que le Picard, donc ça, c'est quand même très fragile. Mais je suis content de vous le montrer parce que je me vais l'y rendre au sourire. Oui, mais ça sort un peu de l'époque. Mais c'est pour vous dire que le Picard, si Furcy Mélier a écrit ça à cette époque-là, c'est bien entendu parce qu'il l'avait entendu, parce qu'il ne voulait pas l'oublier. C'est probablement aussi parce qu'il l'a dit et redit à l'occasion de repas de famille ou de soirées entre amis, et il voulait lire cette histoire humoristique un petit peu naïve, mais tout à fait dans le style de l'époque. Donc la documentation qu'on a pu accumuler, mais il y a plein d'autres choses dans des centres aérés un peu partout qui font émerger à un moment donné, et surtout pas en permanence, mais à un moment donné, du Picard dans une école ou ailleurs. Ça peut être un menu qui est rédigé en Picard. Personnellement, j'en vois passer entre 10 et 12 par an, et je ne suis pas le seul. Et ça peut être un discours qui va être prononcé à l'occasion d'un départ en retraite, etc. C'est-à-dire que le Picard, comme ailleurs, fait partie d'une grosse part d'identité des gens du Vimeux. Et je vais vous donner un exemple de fête populaire qui a rassemblé des milliers de gens à Alencourt, à la Pentecôte 1988. La manifestation rassemblait tous les villages du canton d'Alencourt, qui va de Fontaine jusqu'à Limeux, et c'était sur le thème des blasons populaires de village. C'était Jean Passerieux, qui est toujours un élu communal là-bas, qui avait eu cette idée-là. Et les gens de chaque commune ont réalisé un char, comme on faisait des corsos, il n'y a pas encore aussi longtemps que ça à Abbeville, mais qui ne se font plus, mais là-bas ils l'ont fait très spontanément, sur le thème uniquement de la langue picarde et des blasons de village. Et alors le blason quand même qui a pour fonction de rentrer, de porter la dérision sur son voisin, quand même, c'est quand même pas la propre de se moquer de soi, et bien là les gens ont fait, il y avait chez Sorcier, il y avait chez Fou d'Harry, bon bah Harry sont déguisés en fou, quoi. Je veux dire, quand même, c'est la part d'autodérision qui rentrait dedans, et ça a rassemblé des milliers de personnes. Et ça n'a pas fait la une de la télévision nationale picardaise. Bon. Et c'est comme ça, c'était fait populaire. Je tiens à dire ça parce que ça fait partie de ça, le Vimeux, c'est cette discrétion, on fait des fêtes et ils viennent qui veulent, c'est ouvert à tout le monde, à toutes et à tous. La presse a commencé peut-être par les almanachs, dont un des plus anciens c'est l'almanach d'Abbeville, qui a vu apparaître, alors là on est à Abbeville, je parle le minimum possible d'Abbeville, volontairement ce soir. Mais l'almanach d'Abbeville, pourquoi 1866, il est un peu antérieur, ça c'est un des plus anciens numéros que Armel de Coyer a légué aux Picardisans, parce que dedans apparaît le personnage de Jacques Crudur, de sa femme Madelon et de son copain Trinquefort. S'ils sont de Vauchelles, on est dans le Ponthieu, et ces personnages-là vont très rapidement dans la culture populaire quitter leur village d'origine pour être complètement accaparés par le Vimeux. On en reparlera tout à l'heure dès que je parlerai de bande dessinée, mais c'est important de signaler que Clément Paillard, puis je ne sais plus, j'ai noté qu'il perd juste le nom de celui qui me la suit, et puis Ernest Daumal enfin, ont par une chronique annuelle fait vivre le mythe de Jacques Crudur, donné naissance du moins au mythe de Jacques Crudur, qui ensuite a été repris par de nombreux auteurs, très nombreux auteurs. Et puis la presse hebdomadaire, j'ai cité les hebdomadaires de Gamache, Bray-les-Vimeux, l'éclaireur, la présence donc d'Étienne Cantrel, j'ai bien Étienne, Chantrel, j'ai bien Étienne, donc à Gamache, et puis la présence là-bas de Jacques Leboeuf, bon, ils ont eu des mots probablement, toujours est-il que Jacques Leboeuf, il s'est retrouvé à Carbotin, à face de cette maison, et puis que là, il a fondé un journal qui s'appelait Le Journal du Vimeux, là, on sait de quoi on parle,
qui a ensuite racheté, puisque là on se situe dans les années 70-80, les deux précédents hebdomadaires sont quand même beaucoup plus anciens, puisqu'ils étaient déjà présents avant la guerre 40. Dans les années 70-80, il a racheté, Jacques Leboeuf, le journal du Marcanterre, qui avait été fondé par un autre Vimosien, Ernest Dumont, qui était originaire de Pandenne et qui est devenu ensuite imprimeur et maire à Rue, donc là dans le Marcanterre, le journal du Marcanterre. Et puis la Baie de Somme aussi, qui était un autre mensuel, hebdomadaire. Et donc tout ça, ça a été réuni sous le titre de Picardie Hebdo, journal qui a connu une mort comme ça. Il est parti en déliquescence un jour. Il n'a plus lieu de journal, pourtant pas ceux qui devaient arriver d'un chez Boitelet, puis je trouvais une dame. Et puis un autre point, c'est la ville d'Eu, où il y a le Messager Eudois, qui est également un journal qui a su porter des textes en picard, et qui le fait éventuellement encore. Une Radio Code Picarde, c'est important. Dès que les radios locales, les radios libres, appelons-les comme ça, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus Gramac quand même qui sont apparus, Monsieur Warin à Saint-Wary, d'un Saint-Camping, à eux, à la Croix-l'Abbé, il a tout de suite demandé à ce qu'il y ait du Picard dans sa poste. C'était pas possible qu'il n'y en ait pas. C'est un des premiers coups de fil qu'il a dû passer, c'était pour nous. Il s'est trouvé qu'on n'a pas pu dégager du temps parce que la radio, c'est tous les jours, et puis 24 heures sur 24. Parce que l'âge vimeux, quand on fait une radio, je fais pas simplement pour un mettre 2 heures par jour. Et donc, il a donné la parole à Jules Dufresne, qui tous les jours venait d'Oitiéhur pour traduire les actualités en direct et en picard, une grosse partie de rigolade, même quand il y avait des bombes qui explosaient, pas spécialement chez nous. Donc je veux dire, et ça a été comme ça pendant des années, un journal traduit en picard à la radio, et cette radio-là a été écoutée jusqu'au jour où elle a été racatée par un radio-cacheteur à l'éloge tout un peu de Tourpéret, puis qu'elle n'est même plus capable de diffuser une seule chanson en picard. Je ne le dis pas pour médire, je le dis parce que j'y ai été le proposer maintes disques amis, et puis ils n'ont pas voulu se faire partir avec, ils ont dit tu peux toujours le laisser, on passera jamais. Bon, ils me l'ont dit en français. Une télé locale, un petit mot d'Abbeville, il y a une télé locale à Abbeville qui s'appelle TV200, qui diffuse sur le réseau câblé, qui ne diffuse pas dans le Vimeux, mais qui diffuse du Picard. Et le Picard qui est dit là, je m'en suis occupé à un moment donné, c'est du Picard d'auteurs, pas tous, mais une bonne partie d'auteurs originaires du Vimeux. Et qui est écouté, qui est suivi, et pour laquelle j'ai de temps en temps l'écho de dire dans le journal Infographie, il y a un quart d'heure de Picard qui passe plusieurs fois par jour selon les périodes de l'année, etc. Et en fonction des subventions que chez Malheureuse Télévision, elle peut recevoir. La presse lycéenne, c'est pas rien. Ça a existé, ça existe peut-être moins. Je sais pas, ça fait un moment que je suis plus lycéen, mais ça a été quand même un peu fondateur de Schlancheron. On se rappelait ça récemment avec Jacques. Il y avait un journal au lycée d'Abbeville qui s'appelait Existence. Moi, j'avais quitté le lycée, mes livres étaient tout clairs. Et c'est parce que Jacques écrivait des textes picards dans Existence, un journal agrafé dont il doit rester un exemplaire dans le grenier de mes parents et puis un dans la cave à Jacques. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, qu'il y a eu des affinités. Et tous les textes qui étaient publiés dans ce journal du lycée d'Abbeville, c'était des textes d'auteurs du Vimeux quand ils étaient en picard. Et il y avait aussi de la bande dessinée, ça a donné naissance à un ferment. C'est important, cette littérature de jeunesse, cette littérature sans tabou, sans barrière. À Moyenneville, un autre journal cantonal qui s'appelle Le Grand Pot-au-Fût, avec qui causait entre parenthèses, par allusion au blason communal qui veut que le Grand Pot-au-Fût à Moyenneville, Moyenne-Jean, Grand Pot-au-Fût, rien de dame, des filles à marier, rien à le bailler. On va aller chez le Grand Pot-au-Fût, avec qui causait chez un coin de vue. Et donc dedans, eh bien, la publication régulière de textes de Léopold Deville, qui est de Bouillancourt, qui est donc de la commune de Moyenneville. Je ne vous parle pas de la presse qui diffuse des auteurs du Vimeux. Il est évident que dans Terre Picarde, dans Éclitra, dans la Société de linguistique, je parlais tout à l'heure un petit mot d'Agir en Picardie, il y a des auteurs du Vimeux qui sont diffusés. Là, je vous parle de la presse qui s'adresse à des auditeurs, à des habitants du Vimeux. Donc la presse qui a été le support de toutes les formes d'expression littéraire que le Vimeux a pu voir naître et voit encore naître. Et je pense que pratiquement toutes les formes d'expression littéraire sont présentes dans le Vimeux. La bande dessinée, la chronique hebdomadaire ou mensuelle, le conte, la nouvelle, la poésie, etc., etc., avec une incroyable
j'ai marqué la collaboration fructueuse avec de l'amitié. C'est incroyable. Les clins d'œil que peuvent se faire des dessinateurs de BD qui ne se rencontrent pas à travers deux histoires, en prenant un peu l'histoire du dessus, j'ai du mal à me faire comprendre, parce qu'en fait, il y avait Armel de Poyer et Jacques Guigné qui publiaient une BD, puis il y avait Jacques Dulphy et Thierry Sellier qui en publiaient deux histoires qui passaient dans le journal d'Escarbotin, et puis les personnages de la BD du dessous, ils invectivaient ceux du dessus. Mais des trucs qui se voient pas, quoi. Enfin, je veux dire, quand il y a Popeye, il parle pas chez Poitiers au-dessus. Non, il y a Popeye et puis chez tout. C'est quelque chose d'amical, quoi, de complice, une complicité. Et ça, c'est assez amusant parce qu'on le retrouve, dans plein de formes d'expression où il y a toujours des gens qui font comme ça. Ça se fait aussi ailleurs, hein, mais qui font quand même appel à quelques références interculturelles du pays de Villeneuve. Et puis je dirais que cette presse-là, c'est aussi une presse de la débrouille. Parce que les journaux publiés, imprimés au sens fort du terme, imprimés au plomb, qui soient même à Abbeville Libre, à Abbeville, parce que Eugène Chivot a essentiellement publié ses textes dans Abbeville Libre, dont je n'ai pas cité tout à l'heure, qui fait partie, qui s'appelle maintenant le Journal d'Abbeville, mais qui ne publie plus Picard, pourtant qu'il s'appelle comme chose. Et donc, cette presse imprimée au plomb, les auteurs connaissent les imprimeurs gardent les plombs, et les plombs, on s'en sert au bout d'un certain temps pour publier un bouquin d'Armel de Poyer, un bouquin d'Eugène Chivot, un bouquin de Robert Touron, un bouquin de Marius de Vigny, etc., etc., et plusieurs bouquins. Ce qui fait qu'en fait, il y a une débrouille. Ça ne coûte pas aussi cher que si on arrivait avec son manuscrit sous le bras, puis qu'on disait « je veux faire du compte d'auteur », et en tout cas, on n'a pas besoin d'aller chercher « pardon, monsieur l'éditeur, voilà, j'ai écrit le plus beau livre en Picard qui ne peut plus jamais avoir été écrit ». C'est-à-dire qu'il y a de la débrouille, il y a de l'humain là-dedans. Et cette proximité-là a permis une auto-édition abondante dans les années 1970. Alors, pour rester sur le thème de la presse, et puis pour aborder les différents genres littéraires, je vais commencer par la chronique, les chroniqueurs. Je vous ai parlé donc de Clément Paillard. Alors là, on est quand même à Louis-Philippe, hein, quand même c'est au point hier. Mais donc, tous ces personnages créés par Paillard et puis ensuite par Domal, qui étaient du Pontieux. Hein. Paillard était d'Abbeville et Domal, il était de Guéchard, par là-bas. Tous ces auteurs-là, ont donné naissance à des personnages qui ont été repris, je l'ai déjà dit. Le chroniqueur du Vimeux, c'est Gaston Vasseur. 1938, sa première lettre à ma cousin Polyte, signée du pseudonyme Robert Mondoncle. Tout le monde connaît chez compte à Robert Mondoncle, donc lui qui s'était approprié ce pseudonyme. Peut-être qu'il y en a même qui ne savent pas qui c'est Gaston Vasseur, qui connaissent que chez lettre de Robert Mondoncle. Je veux dire par là, qui savent qui est Gaston Vasseur, mais n'ont pas fait le lien entre les deux. 1938, la première lettre. Janvier 1971, il vient de décéder 2 jours après la dernière lettre qui est publiée. Ce sont 1300 lettres hebdomadaires, une langue constante, un dialogue entre deux personnages, un qui écoute, le cousin Polyte, parce qu'il reçoit la lettre, puis un qui parle, toutes les semaines, Robert Mondoncle, avec de temps en temps quelques lecteurs du journal dans lequel ça va être publié, qui interviennent parce qu'ils ne sont pas d'accord, ou bien parce qu'ils veulent contrarier Robert Mondoncle. Une masse, un pavé. Eh bien ça, je suis heureux, enfin je ne sais pas comment vous le dire, mais là, ça sera publié dans moins d'1 an, ça sera publié probablement pour la fin de cette année. Jean Vasseur s'y est employé à organiser, à saisir tous ces textes, parce que là, chez Plomb, ils sont fondus. Il s'est employé à ce que l'œuvre littéraire de chroniqueur laissée par son père puisse voir le jour. Il est grand temps qu'à Souèche, ça fait tout juste 30 ans que Gaston Vasseur il est décédé. Il est grand temps qu'à Souèche parce qu'il y a plein d'allusions à plein de gens du Vimeux, du maire, du conseiller général ou de je ne sais, qui commencent à être estompés dans les mémoires. Et puis, je vous conseille vraiment, parce que moi, ça c'était succulent, la lecture de la 4e République, commentée par Robert Mondoncle. C'est quand même un monument. C'est un
monument au camp jouet de gouvernement tous les semaines, et tous les semaines il avait ça mot à dire. Mais on parle aussi de Khrouchtchev avec ce que je suis sur de table, et puis on parle d'Annie Cohn-Bendit, 1,68, et puis on parle et tout du jour de ma naissance, parce que je jouais la queue des neiges, et puis il perd le point de mie, mais il perd les queues des neiges qui est sur la tête de ma grand-père quand il voulait venir dire c'est un premier piofiu à Dieu. Donc voilà, c'est un livre qu'il faut que tout le monde il le chemie quand même. Achevez-le, il va rejoindre. Et je vous promets. Armel de Poilly, autre chroniqueur, je vous situerai tout à l'heure ces gens-là, hein, je vous les situerai dans l'espace. Autre chroniqueur avec sa Maud Billet, qu'il a commencé à écrire en 1973 en succession au travail entrepris par Gaston Vasseur. 2 ans après le décès de Gaston Vasseur, il reprend la chronique, la place laissée vide. Il y a une année de deuil qui s'est passée et il faut pas que ça se perde. Et donc 1973, sa première lettre, et puis jusqu'en 1988, il est décédé le 20 août 1988. Et puis d'autres chroniqueurs dont je ne vais pas parler abondamment, parce que je ne peux pas parler de tout le monde abondamment, mais Gilbert Merchet, qui était natif français mais qui reste à Gamache, et puis qui a cédé sa place ensuite à Robert Touron, qui était lui de Liba, et puis qui, avec H. a continué cette chronique dans les hebdomadaires de Gamache. Thierry Sellier, qui a écrit une chronique, qui n'a pas été excessivement abondante, mais je ne suis pas là pour juger ni de la qualité ni de la quantité des œuvres, dans l'informateur de Ville 2 en 1983-85. Moi-même, qui me suis senti l'obligation, après le décès d'Armel de Poilly, de continuer une chronique dans la Ville Libre, et donc aussi après à Radio Code Picard quand il a fallu le faire, donc je suis allé là-bas et j'ai essayé, j'ai parlé avec mon Picard à moi, mais j'ai aussi fait valoir un certain nombre d'auteurs et de lieux du Vimeux. Jacques Dulphy, bah oui, qui écrit en tant que chroniqueur tous les dimanches matins, je dure et pichemot chez lui, j'ai un fût du Vimeux, dans le courrier Picard du dimanche. Marcel Bon, qui a tenu, alors là on ne peut pas parler d'une chronique, mais qui a tenu une rubrique dans certains hebdomadaires du Vimeux, de Gamache ou de Fréville, pour donner son avis sur la couleur du temps et quelques opinions qui lui étaient propres, donc il s'est exprimé comme ça. Et puis agir en Picardie, depuis le décès de Pierre Duquet, la relève a été prise par un fût de Poilly les Gamaches, Jacques Berthe, donc c'est un auteur du Vimeux, qui s'exprime dans Agir en Picardie pour nos 3 départements. Il y a lieu de Zamienois, je te dis, on a du Vimeux. Le Vimeux n'y est pour rien. Je ne sais pas comment il est arrivé là-bas. Je n'ai jamais demandé, mais je pourrais le faire à l'occasion, mais je ne l'ai pas fait. Et ces journaux ont également été des supports, en plus de ces chroniques, d'œuvres littéraires qui sont restées longtemps inédites, certaines l'étant toujours. Je vous parlerai tout à l'heure de chez Comte de Chocrinbilly, par exemple, d'Armel de Poilly, ou de Séramin Tuvry, qui ont été publiés à la petite semaine, et qui, au bout du compte, étaient un livre au départ, qu'Armel de Poilly, il nous l'a dit, et il l'a même dit à un journaliste de télévision, ne se voyait plus le jour, quand il avait passé 80 ans, se voyait plus le jour d'éditer lui-même, mais qui se disait au fond de lui, il venait peut-être pour le faire, puis comme il nous avait fait un gros appel, on s'est dit que oui, il fallait publier chez Comte de Chocrinbilly et puis chez Ramatule. Et puis par exemple Arthur Lecointe qui a publié comme ça dans ses hebdomadaires des pages complètes de souvenirs, vieux métiers et traditions. Je vous présenterai tout à l'heure la réédition qu'est en train d'en faire en 4 volumes, il y en a 3 publiés par Equitra. Un mot quand même, quelque chose qui n'est pas tout à fait ordinaire. Ça, il n'y en a pas partout. De la BD originale en Picard. Quand même, il y a un Tintin en Picard, mais bon, chez Panerlo del Castafiore, bien, très bien, nécessaire, utile, indispensable. Vraiment, je ne tarirai pas par rapport à cette bande dessinée, mais quand même, les bijoux de la Castafiore, ils étaient quand même franchement là, nettement avant les publications des Pinderlo. Alors il y a de la BD en Picard, il y a de la BD dans les journaux du Vimeux, c'est de la BD originale. Jacques Roydur a pris corps sous la plume, le trait de Jacques Leboeuf. Hein. Madelon, chez Madelon, Calais-le, Trinquefort, avec Jacques Roydur, avec Spip, et puis tout le monde autour. Jacques Leboeuf, qui publie dès l'après-guerre, alors là, il faut que je prenne quand même mon anti-sèche, 1946, Jacques Roydur
quelques strips indépendants, 4 images, c'est Jacques qui a tout ordonné. Puis ensuite, en 1947, le grand voyage de Croix-Dur, avec un texte dans les bulles, et à partir de là, un texte qui va être sous les dessins. Jacques Croix-Dur contre le gorille, Jacques Croix-Dur à la bataille de secours, Jacques Croix-Dur et bélier de loterie, Jacques Croix-Dur et Schrich, Jacques Croix-Dur y voyage, et puis donc ces textes, les dessins sont de Jacques Leboeuf, les textes sont de Gilbert Mercier, que j'ai cité tout à l'heure comme chroniqueur dans les hebdomadaires de Bien-Âge, et ensuite, à partir de... Donc ça s'arrête, cette série-là, en 1957. Une reprise de cette série-là, à partir de 1966, avec une deuxième signature pour l'auteur des textes, qui sont complètement réécrits, repris par Armel de Poilly. Et là, on retrouve pratiquement les mêmes titres. Je vais vous les dire quand même, Jacques Croix-Dur à la bataille de secours. Je vais même vous montrer. Ça, c'est pas mis, hein. C'était Armel de Poilly qui l'a cité chez Picard des Ans. Là, le début de Jacques Croix-Dur à la bataille de secours, 1949, voilà, par Jacques Leboeuf et puis donc Gilbert Mercier, et puis le début de la reprise qui en a été faite par Armel de Poilly et Jacques Leboeuf, donc bataille de secours, en 1966-68, et puis juste à la fin de l'existence de Picardie Hebdo, avec là, cette fois-ci, pour les dialogues, Armel de Poilly. Donc cette bande dessinée, mais attention, c'est pas, je sais pas trop histoires. Déjà, il y a beaucoup d'aventures, mais qui durent pendant des mois, des années, des années. Et donc, en fait, il y a comme ça une présence en permanence de dialogue en Picard que tout le monde se régale de lire, comme on se régale aussi de lire les lettres à ma cousin Polyte. Mon grand-père paternel à Beaucamp, quand j'y allais en vacances, quand j'étais au Pio, il prenait ses lunettes à un rentrant d'usine, et puis il me lisait chez lettres à ma cousin Polyte, je ne savais pas de qui s'écrivait, chez tout du Picard, chez de la coutouée, puis il est là, puis il déchiffrait, et puis il me dit j'ai coutoué, puis ma frère et tout. Et donc, je veux dire, c'est rentré comme ça dans l'oreille. Il y a André Guerville qui se muche là l'autre coup, il me disait ah là là, pourvu que chez lettres à ma cousin Polyte, il fût un jour publié. Mais oui, voilà, c'est ça. Les gens, ça évoque énormément de souvenirs, ça évoque énormément de sentiments familiaux, amicaux, et en fait, ces sentiments-là passent à travers la langue du Picard, et la bande dessinée est une autre manière de donner corps à cette langue vivante, puisque, à mon sens, le théâtre et la bande dessinée sont les deux seuls moments où et la marionnette aussi, mais c'est une forme de théâtre. Le théâtre et la bande dessinée sont des moments où on écrit du Picard, mais du Picard qui est oral, qui est dialogué. On a un Picard moins empesé, moins littéraire, moins travaillé, qu'on pourrait l'avoir dans un Picard qui est comme ça, donc très spontané, très dialogué. Cette aventure, cette SEPT, cette histoire, et puis donc trois auteurs, un album qui a été publié par Roche Lancheron, une seule qui est recueillie en album comme ça, qu'on a recueilli en 1984, et d'autres histoires. Je vous ai évoqué tout à l'heure Jacques Guigné qui écrivait avec Armel de Poilly. Ils ont écrit ensemble 5 histoires qui ont été publiées, des histoires qui faisaient parler de soucoupes volantes, des choses comme ça. Ça ne parle pas forcément du bon vieux temps au coin du feu de bois, ça parle de choses et d'autres. Et Jacques Dufy, je vous en ai dit un mot, qui avec Thierry Sellier ont publié 3 histoires qu'on a republiées d'ailleurs dans Chancheron ensuite, 3 histoires qui paraissaient également dans ces hebdomadaires, mais d'autres personnes, je pense en particulier à Jean-François Magnier, qui est d'Escarbotin, qui a également écrit de la bande dessinée pour publier directement dans Chancheron, comme je vais rester un petit peu sur la presse. Donc voilà, on a quand même là une quinzaine d'aventures qui se publient de 1949 jusqu'à 1985, à peu près de manière quasi constante. Alors il y a d'autres genres littéraires que la chronique ou la BD, je vous ai évoqué le théâtre, la poésie, la chanson, la fable, mais pas la traduction de La Fontaine, ou du moins pas seulement la traduction de La Fontaine, la fable de création, des personnages qui sont connus, le corbeau et le renard, mais revus et corrigés par Charles Lecoq. La cigale et la fourmi, revus et corrigés par Eugène Chivot. Et puis des personnages créés, inventés. De Coquelet, inventé par Jacques Dufy. Un histoire être sous-préfet. Moralité, il vaut mieux être coach sous-préfet, au reste plus longtemps à la plage. Il faut dire que la moralité, c'est ce qu'on retient des fables. Et donc des fables de création également. De la chanson,
de la chanson qui s'exprime, on en passera une oreille tout à l'heure, de la prose, du conte, des histoires, de l'humour, des nouvelles, des récits, et quand même quelque chose de très original, du roman. Un roman en picard. Il n'y a pas que le Vimeux qui a fait des romans en picard, on ne peut pas dire ça. Mais le roman en picard est présent. Il y a le roman de Jean Leclerc, L'autocar du Bourquet 2, je vous le présenterai, mais il y a aussi des romans inédits. En particulier, Marius de Vim à Seineville, qui a laissé un nombre assez impressionnant d'inédits, et qui, en page de garde de Schcaïd, la vie d'un révolté, voilà, parce qu'on dit la vie, hein, il faut choisir. Ma roman, Eushkaïd, je le dédie à Manouette et puis à ami, Monsieur Armel de Poyer. Voilà. Ma roman, chez Likildi, chez Poyer. Léopold de Vim, qui a écrit un long roman autobiographique, quasi autobiographique en tout cas, qu'il a lu au Picardisant du Pontieux et du Vimeux, comme ça, tout au long de 2 ans et demi à 3 ans de lecture mensuelle, et qui est également inédit. Et le roman de Jean Leclerc, donc, qui a également été lu aux séances des Picardisans, puis qui ensuite a été rassemblé dans un volume. Alors, toutes ces formes d'expression, j'aurais presque l'impression de vous raconter à peu près n'importe quoi si je n'avais pas derrière moi un certain nombre de livres pour étayer le propos. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est assez chagrinant, c'est que ce n'est pas étudié, ou très peu, et en tout cas pas ici, pas chez nous. Quand c'est étudié, ça peut l'être par Julie Auger, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à travers l'Atlantique. Elle a embarqué des enregistrements, des textes, des bouquins, des trucs, et puis elle a fait une étude linguistique, mais pas franchement littéraire. Il n'y a pas d'étude littéraire sur le Vimeux. Et il y a quelqu'un, quand même, Michel Cartelot, c'est une jeune dame qui est originaire de Gamache, mais qui habite en région parisienne, et qui, dans le cadre de ses études, a quand même fait une description, et non pas une analyse, du Picard du Vimeux à travers sa littérature. Et je mets un relevé brillant. Voilà. Et ça a été fait en 1991-92, et elle a commencé cette étude en 1963, parce que c'est la date de publication du dictionnaire de Gaston Vasseur. Et cette étude-là, elle n'a pas été faite en Picardie, elle a été faite à l'université de Paris 8. Voilà. Et ça, c'est introuvable, quoi. C'est sûr que c'est pas diffusé, et pourtant, il y a toutes les références de ce qui se faisait entre 1963 et 1992, c'est-à-dire sur une trentaine d'années, il y a une description du Picard, du Vimeux, dans sa production littéraire, par toutes les formes d'expression que j'ai déjà abordées, plus les affiches et les émissions de télévision, c'est-à-dire que c'est un travail quasiment de documentation. Et je vous disais un mot de Julie Auger, par exemple, elle était au mois d'octobre à un colloque international à Fribourg, en Allemagne, où on parlait des langues, alors comment on a dit, c'est une agréable petite vue, mon colloque s'est bien passé, c'était un colloque sur la linguistique de corpus et les langues romanes. Le vocabulaire des langues romanes. Ma communication était la seule qui portait sur une langue régionale. Toutes les autres communications portaient sur le français, l'espagnol, l'italien, le catalan. Parce que le catalan est quand même une langue de nation en Espagne, hein, c'est une langue qui a une vocation vraiment économique. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule communication sur le portugais. Les gens ont semblé bien intéressés de constater que l'on pouvait encore constituer un corpus de Picard parlé aujourd'hui. C'était une surprise au mois d'octobre passé à Fribourg dans ce colloque. Et donc, je sais pas, on commence à trouver un peu des repères. C'est-à-dire qu'il y a une foison de choses, de gens, d'individus, de lieux de diffusion. Mais en même temps, derrière ça, bon, j'ai certainement cité souvent le nom de Gaston Vasseur ou d'Armel de Poyer, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de personnage qui soit en haut d'une échelle de valeur, les autres étant des suiveurs ou étant des disciples, à mon avis. Bien entendu, il peut y avoir des gens qui se réfèrent, et j'en suis, à tous ces gens et à d'autres que je n'ai pas encore cités, mais par exemple, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de concours de littérature picarde dans le Vimeux. Il y a eu un essai à Cailleux qui n'a pas été fructueux. Il n'y a pas de concours, on n'a pas besoin de ça. Je dirais que le concours, il est dans la rue, c'est quand on parle, quand on dit, quand on récite, quand on parle de quelqu'un qui a dit du Picard, ou quand on parle en Picard, qu'il y a une échelle de valeur qui se met en place, mais il n'y a pas une gradation. Et d'un certain sens, je crois que c'est heureux, mais je crois que c'est surtout aussi la preuve, une des preuves de la qualité de la diffusion aujourd'hui du Picard. Et tout à l'heure, en commençant, Olivier Angelard a cité le livre
coordonné par Jacques Darras, La forêt invisible, au nord de la littérature picarde, le Picard, de la littérature française, le Picard, La forêt invisible, c'est le titre complet. Eh bien, ce livre, qui a été publié en 1984 par la Maison de la Culture d'Amiens, avait fait l'appel, de la part des futurs éditeurs des Trois Cailloux, avait fait appel donc aux picardisants du Ponthieu et du Vimeux, qui avaient reçu une lettre officielle en leur disant « Envoyez-nous des textes de personnes représentant le Picard du Vimeux ». Et donc les picardisans, la société des picardisans a envoyé ce qui lui semblait utile et nécessaire. Et la publication, la sortie du bouquin a été vécue comme une horrible frustration. Car, bien sûr, alors, attention, loin de moi l'idée de dire du mal de ce bouquin-là. D'ailleurs, c'est le bouquin de référence, c'est celui qu'il faut avoir à cette maison, c'est celui qu'il faut avoir lu et qu'il faut pouvoir compulser assez facilement. Mais dans le Vimeux, il y a tellement d'auteurs, tellement de variations linguistiques, tellement de variations de manière d'aborder la langue, que les quelques rares auteurs qui ont été présentés du Vimeux contemporain dans ces pages-là, ça a été une frustration incroyable. Et il y a deux manières de vivre la frustration, ou bien on dit du mal et de chez Jean, ou bien on la vit différemment. C'est-à-dire qu'on dit, bon, puisqu'il perd des bonnes on va le faire nous-mêmes. Et donc 2 ans plus tard, les picardisans du Ponthieu et du Vimeux ont rassemblé une anthologie qui compte 70 auteurs du Ponthieu et du Vimeux, Abbeville y compris, en 1986, sous le titre de Vin d'amour. Voilà. C'était une autre manière, non pas de faire pendant, non pas du tout la prétention de faire pendant à la littérature qui est contenue dans La forêt invisible. Non, c'est pour dire, il y a 15 ans maintenant, précisément, ce livre-là, eh bien, il était représentatif de ces 70 auteurs qui avaient passé devant les micros des picardisans du Ponthieu et du Vimeux. Et on est heureux de savoir que la bibliothèque départementale de Près de la Somme en possède quelques exemplaires qui se baladent dans les bibliobus, ce qui fait que, comme le bouquin est introuvable, tout le monde peut en bénéficier aujourd'hui, par le biais du prêt. Alors, je vais essayer de rentrer dans l'histoire de la littérature pour la décrire. Quelques jalons, Jacques Croix-Dur, j'en ai déjà bien parlé, fin du deuxième moitié du XIXe siècle, les personnages sont créés, ils vont être vulgarisés par de nombreux auteurs, et je vous conseille de vous référer à l'étude qu'on a faite de toute cette présence de dans la littérature des personnages de Croix-Dur Manon, l'étude qui a été faite par René Debry, qui a été publiée au CRDP, voilà, stylo, qui s'appelle Jacques Croix-Dur, héros légendaire abvillois. Il est un fait qu'on peut définir comme ça. On pourrait déjà dire héros légendaire, puis surtout du Vimeux plus que d'Abbeville, parce que certes, à Abbeville, il y a 2 géants, Croix-Dur et puis Madelon, qui sont dans un méchant état, mais il y a surtout donc, beaucoup de gens du Vimeux, du Ponthieu, qui sont cités à travers beaucoup d'écrits qui traversent tout le XXe siècle dans cette étude exhaustive à la date de sa publication. Marius Touron, un fût de Nibeux. Alors Nibeux, j'aurais du mal à le dire comme il faut. Un fût de Nibeux, en français, mais Nibeux quand même. Marius Touron, qui est mort à la guerre 14, et donc qui était né en 1882, qui est mort en 1915, dont les textes français et picards ont été rassemblés dans un volume qui s'appelle Glens et Copeaux dans les années de l'entre-deux-guerres, et qui a écrit au ministre de l'Éducation une lettre en faveur du patois avant la guerre 14. Et donc c'est aussi un des éléments qui autorise les gens à se dire que leur langue, la langue de leurs parents, la langue de leurs camarades d'usine ou de jeu, cette langue-là mérite mieux que d'être reléguée sous un vocable de patois, etc. Marius Touron, qui a une plaque de rue à Saint-Nom à Nibeux. Fernand Poitvin d'Escarbotin, qui a peu écrit en picard, mais qui a écrit quand même en picard, et dont les œuvres complètes sont recueillies. On peut lire des textes et des témoignages assez succulents. Ernest Dumont, donc là Fernand Poitvin, on se situe donc aussi à l'entre-deux-guerres. Ernest Dumont, né en 1883, décédé en 1970, originaire de Pendée, je vous ai dit, il est allé à Rue, il a été maire, il a été imprimeur, et il a publié en 1935 un premier livre qui s'appelle Un grenet de conte de Pierre Azeu. Pierre Azeu.
Et il en a écrit un deuxième, Vla Chivlo, 1935. Ma père n'est au pas grand, ça. Et puis, merde non plus. 1961, c'est un deuxième livre, Kik Matiri, puis Grammat Vérité, signé Gédéon Sud-Berlon. On va chercher des noms quand même, hein. Pierre Azeux. Donc, alors, est-ce que c'est du Picard de Pandé? Est-ce que c'est du Picard du Macanter? Difficile. C'est pas franchement du 100% Vimeux Côtier, c'est pas franchement non plus du 100% rue Marcanter. C'est quand même les deux premiers livres qu'on peut identifier en tant que tels. Quelqu'un que j'ai noté, parce qu'on campe toujours Escanchon, je ne sais pas s'il a écrit autre chose, Albert Pruvot, qui est décédé en 1924 et qui a écrit Canchon de chez Audi. Audic d'un tel pouilly, chez filles ils sont comme eux, Audic est généralement basé sur les blasons de village, Audic à Cambron, chez filles le pise il passe le cotron, et tititi et tatatoche, et un loterie au Tabnachta, un coup sur deux, oser passer bien, quelque chose comme ça, je ne sais pas quand je suis par cœur. Toujours est-il que Chocorcholo à Scant tout partout, au moins dans le canton de Saint-Wary, et donc Albert Pruvot, dont la chanson a été rééditée par plusieurs auteurs, dont Robert Touron, dont Jules Dufresne, etc., et qui est de temps en temps demandé par des gens qui la recherchent. Adrien Huguet, de Saint-Valery, décédé en 1940, en 1869, qui a été également un auteur de textes picards. Personnellement, j'en ai peu lu, mais je pense que Gaston Vasseur, c'est quelqu'un qu'il devait bien connaître à travers la société d'émulation de la vie, et donc qui a joué aussi un rôle, en tout cas, même peut-être surtout en tant qu'éditeur et à Saint-Valery. Georges Dufossé, alors Stiloche est un spécial, je le cite simplement pour mémoire, décédé en 1955, et il a écrit une pièce de théâtre en français qui doit s'intituler Pour la Terre. Je n'ai pas retrouvé la photocopie que j'avais à la maison, mais dedans il présente deux chansons, dont une en picard, dont une sur la Croix qui corde, qui est sur le territoire de Cambron, sur le route de Moyenneville, et donc il a ressenti le besoin de vraiment ancrer son texte dans le Vimeux proche d'Appuyé. Georges Dufossé. Et puis, eh bien, Gaston Vasseur. Gaston Vasseur, donc, né en 1904, à Nibor. Il a aussi un Andru, d'un Saint-Pouilly natal. Il y a un collège Gaston Vasseur à Feutchère. Je veux dire, chez Jalot, je ne sais pas n'importe quel, quand même. Gaston Vasseur, alors, il est connu de tout le monde par ses travaux d'historien, d'histoire locale. En tant que président de la Société d'émulation, il a une autorité, il fait autorité. Il est très connu par rapport au Picard en tant que linguiste, avec ses travaux que je vous ai présentés tout à l'heure, dictionnaire, grammaire, etc. Il est connu par sa profession de professeur, marister, et il est un peu moins reconnu en tant qu'auteur picardisant. Je vous ai parlé de sa chronique tout à l'heure, je vais vous présenter les autres livres qu'il a publiés en picard, et c'est quand même un peu dommage, enfin, quand je dis un peu, c'est beaucoup dommage, parce que c'est quand même grâce à lui que je suis là ce soir quelque part. Je veux dire que sans lui, sans ses travaux, sans ses outils, mais aussi sans cette impulsion qu'il a pu donner, probablement que les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est même indéniable. Elles ne seraient pas ce qu'elles sont. Je ne sais pas ce qu'elles seraient, mais elles ne seraient pas ce qu'elles sont. Et alors, Gaston Vasseur, il a un parcours croisé, je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est un armée d'Armel de Poigny. Ils ont manifestement beaucoup parlé Picard ensemble et parlé du Picard. Ils se sont relus. Armel de Poigny, qui était l'aîné de 3 ans de Gaston Vasseur, considérait Gaston Vasseur comme son maître. Il faisait relire tous ses manuscrits par Gaston Vasseur. Et puis, c'est aussi l'ancien instituteur pendant la guerre et secrétaire de mairie de Bugny-les-Gamaches. Le pays, certes, d'Eugène Chivot, mais ils n'ont pas pu se rencontrer. Eugène Chivot était en captivité, mais c'est là qu'il a rencontré le grand-père de Jean Leclerc, et donc de là sont venues des conversations, sont venues des accumulations de vocabulaire, et Pioclair, le grand-père à Jean, manifestement, ça devait copiner sérieusement entre générations et entre hommes de lettres et hommes de travail plus manuel, et donc derrière tout ça, on peut bénéficier de toutes ces conversations, toutes ces rencontres à travers les outils qu'il nous a laissés. Alors je vais vous présenter ces livres en picard, pas forcément tous d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont un peu clairsemées. En 1949, Jean Glours,
Alors c'est un conte qui est bien connu, mais le Jean de l'Ours de Gaston Vasseur se passe dans Vimeux. C'est à mi-chemin entre le conte traditionnel connu de Jean de l'Ours, l'enfant élevé par une ours, et puis c'est à mi-chemin avec Gargantua, avec tout un tas de choses, et des lieux-dits qui laissent penser que ici se sont posés les pieds d'un géant, etc. Jean de l'Ours. En 1952, Sermon de Messire Grégoire, à la sauce de Gaston Vasseur, un texte connu depuis plus d'un siècle à l'époque de sa parution, mais qui a fait l'objet donc d'une écriture comme il dit chez Picardisant, à sauce et boule. Et puis, chez Biolive, parce qu'il n'y a pas que des Biolives, il y a des Biolives. Alors il y en a deux qui sont en Picard, il y a les Vieilles Souvenances, en 1952, tous les deux ils sont en 52, oui, Vieilles Femmes aussi, et puis les Vieilles Femmes. Alors là, vu comme ça, la programme admine, mais dedans les dessins sont de Jean Sguer, alors on a des choses qui sont très précieuses, qui sont tirées probablement à très peu d'exemplaires, qui sont illustrées, qui sont composées avec énormément de soin, enfin c'est de la véritable bibliophilie, voilà. Hein, c'est sur un papier particulier, c'est numéroté. Enfin, je veux dire qu'on peut avoir aussi le goût du travail bien fait derrière son métaux, et puis l'avoir aussi au moment de présenter des textes en picard. Le picard, c'est pas forcément fait pour être agrafé dans un coin, et puis à la vite fouet, à la broubrou. Voilà, donc les vieilles fables. Non, mais je dis ça sans dire à une personne, mais je veux dire que ça suppose quand même, pour qu'il y ait, il y a même une page en pelure de protection, enfin bon, je ne vais peut-être pas l'enlever, mais donc je veux dire, ça suppose quand même un soin pour la langue qui est présent dans la qualité, la calligraphie, la reproduction qui peut en être faite. Et puis Jean Sguer, je sais pas quand même point, je l'ai rendu chez les intailleux d'Abbeville pour illustrer chez les Saint-Denis. 1966, les contes d'Aime Grand-mère, des souvenirs, voilà, je vais vous dire ce qu'il y en a dessus, pour tout chez Piot de Périchy, et puis pour les miennes et tout. Alors il y a tout chez nous, chez Piofu à Gaston Vasseur, Jean-Louis Florence et puis le Vasseur. Et donc dedans, eh bien, on a des contes aussi bien comme des contes traditionnels, comme Grand-Père Misère, ou bien le Poirier de Père Misère, enfin des contes comme ça, et puis d'autres qui ne sont pas forcément répandus dans l'ensemble du domaine Picard. 1966, les Picardisans, création, première réunion, mai 67. Donc tout ça, c'est avant les Picardisans. Et 1969, Histoire du vieux temps. Voilà. Avec une citation de Marius Touron, les enfants autour d'eux étaient assis en rond, et donc on vient écouter chez Histoire du vieux temps. Alors, je résumerai tout ça par quelque chose qui est un petit peu passéiste. Le mot n'est pas péjoratif, c'est-à-dire que c'est vraiment tourné sur le passé, d'ailleurs Armel de Coigny le sera aussi, tourné vers le passé, on puise dans les racines et on transmet. C'est pour ça que c'est pas péjoratif, c'est pas un passé qui dit c'était mieux d'un temps. Non, c'était, il y avait ça, ne l'oublions pas, et on le redit dans la langue dans laquelle on l'a entendu. Et donc, bien entendu, pour ne pas l'oublier, la chronique de 1938 à 1961. Alors, le temps que je bois chez Dout et Dieu, Cabe, pour Ernest Gargue, nous allons écouter Gaston Vasseur. Parce qu'il existe deux enregistrements, on va en écouter un, de textes qu'il a fait, ces enregistrements à l'initiative de Robert Loriot en 1939, et qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, et dont Jean Vasseur a eu l'heureuse initiative de demander non seulement une copie, mais aussi les droits de diffusion, ce qui nous permet, nous autorise, et je l'en remercie, à vous faire écouter donc, la voix de Gaston Vasseur, qui dit un texte qui s'appelle « Je suis vieux serrurier », que les collectionneurs de revues Picard peuvent relire dans la revue Picardie de 1944, les mensuels de cette époque-là. Et donc on va aller faire un voyage en compagnie de Gaston Vasseur, parce que je vous commente un peu avant pour que vous ne soyez pas perdus, parce que je n'ai pas là pour faire une étude de la littérature. Donc on va faire un voyage dans les rues de Niba, dans la boutique du grand-père de Gaston Vasseur, qui était serrurier. Et puis on va le voir en route à, si je ne me trompe pas, un cloisonneur à une serrure, c'est-à-dire à assembler les pièces et à mettre la cloison, le cloison de cette serrure. Je suis cloison, un cloison, le cloison, je suis cloison. De cette serrure fabriquée par le grand-père. Donc quand Gaston Vasseur dit « je vais vous faire un petit tour dans le village »,
c'est un pays qu'on ne reverra pas, c'est qu'il est aussi conscient que la technique va évoluer. Et c'est vrai que la technique a évolué. Aujourd'hui, on a des tours numériques et on n'incloisonne plus chez Serrure comme on le faisait en 1939. Du moderne, en faisant tout ça sur des CD, je trouve. Ah ouais. Il est formidable, c'est quand on se dépère point. Parce que quand on se dépère, on savait qu'on n'est pas à l'aise. On n'est pas fier de lui. Surtout quand il est rare. Ce vieux serrurier, je prends la bière d'un de nos voisins qui envoie des serruriers à chaque fois. Et on va le venir avec nous, on prend le autour jusqu'à ce qu'il y a d'autres qui dorment ici pour lui. On nous y arrêtera en nos mains, chez une boutique de serrurier. Chez le grand-père qu'il est là, chez mon grand-père à nous. Il a bientôt 80 ans. Son Saint-Père, puis même Saint-Éon, il travaille à Sinéto, il a 11-12 ans. Il est peut-être levé depuis 5 heures du matin. Au soir, quand on voit la plus claire, il allumera Saint-Chantier, et puis il fera série jusqu'à 8h30, 9h. Un temps, on m'aurait dans le boutique. Vache aux pêcheries, vache l'inglerie, vache l'établi. Chez l'autre, j'étais à Alvel, monsieur, je l'établi. J'ai mis un petit café de l'âne, à ce pauvre homme, des carlettes, des tire-points, des chaudreaux, puis des poirées, donc. J'ai mis un petit café des coups de martiaux, puis Saint-Cassius. C'est incroyable. Le vieux serrurier, il est en route à incloisonner une serrure. Je fais point un vieux travail. Le patron, il a bien donné un dessin sur une feuille de papier, mais mon grand-père, il s'est enlevé. Il a fait le corps de chez Bourgeois, et je m'arrisquais de faire droit ainsi. Seulement, il a tellement l'habitude, il montre votre serrure à 2 bouts, et puis je vous garantis qu'elle se trouve bien de chair. Et devant de rive jusqu'au raison, il a pointé, puis perché, couché trop avec une percherie, ou bien un cheron. À cette heure, il va ajuster, et puis tout à l'heure, aux allures vides, il brûchera à grands coups. Chute sous, puis chute terre, tout est pourri. Et si Dieu dit en aurait, vous brûchez en parade. On voit eux si vous sentirez vos bras. On a bien dit qu'il faut y être plus. Ah, il a eu bien du mode, puis qu'il est dans le monde, au pauvre le trouver. D'abord, Herveilleux au pied de Sinéto. Chez Brie, il faut être le gars, l'autre qui s'attendit. Ses manches à laine, ils sont usés, l'autre qui met ses peu. Il est tout de travers. Il a un dos comme un lutrin, et puis ses doigts, il a son cœur d'avoir travaillé. C'est un drôle de vie, vous allez me dire. Point du tout. Avec ses 3 francs par jour, mon grand-père, il a vécu, content comme un roi. Et puis autour, pour nous faire le ensemble, on ne pourra jamais rester marcher tout seul. C'est qui c'est le vieux, ils sont morts, le gars qui nous souffle, c'est plus, et les boutiques qui sont fermées pour toujours. Quand il dit que chez Brick, il faut être le gâte, ça veut dire que là qu'il est à tant pis à Stéto, chez Brick, en dessous, ils sont usés. Il faut être le gâte. D'où que je n'ai su. D'où que je n'ai su. Ah oui. D'où que je su, le truc que. Donc oui, bah, je vais parler quand même. Oui, je ne peux pas fouiller autrement. Alors, mais un mot quand même. Il est amusant de noter, j'avais remarqué ça à la lecture d'un texte de Pierre Garnier qui étudiait la poésie de Géolie Brecht, un Tournésien. Pierre Garnier, le poète amiénois, spatialiste qui plus est, oui. Et il avait noté qu'il y avait eu un tournant dans la littérature tournésienne en 1963. Et c'est l'année précisément de la publication du dictionnaire de Gaston Vasseur. Voilà. Alors, 63, 67, la fondation de Picardisans, peu importe, enfin bon, on va donc, à partir de ce tournant des années 60, on va donc maintenant rencontrer des gens qui ont fréquenté les Picardisans du Pontieux et du Vimeux, de ce groupe qui est devenu une association parce que en France il faut que tout s'institutionnalise, mais je crois que tous les Picardisans auraient préféré rester un groupe, mais il faut qu'ils yochent depuis la loi anti-casseurs, c'est comme ça, il faut qu'ils yochent un président, un secrétaire puis un trésorier chez les associations, alors il y en a peu trop qui yochent le nom à la sous-préfecture d'Abbeville. Et donc le président
n'a jamais été, par exemple, Armel de Poilly, qui a laissé la place à Eugène Chivot, lui étant un président d'honneur, parce qu'il voulait, par respect de la mémoire de Gaston Vasseur, ne pas institutionnaliser les choses. Ce sont des formes, plus que du fond. On restera toujours, dans ce que je vais encore vous dire, dans des domaines de la liberté, de la tolérance entre les gens, chacun appréciant plus ou moins les textes des uns et des autres, mais chacun n'en portant pas forcément de jugement définitif. Alors, les Picardisans et Ponthieu du Vimeux, un mot, il n'y a pas que des gens du Vimeux, il y a des gens du Ponthieu, puisque le titre le dit, mais il y a aussi des gens qui viennent de la Miennois. Je vais vous en citer 2 ou 3. Gisèle Souet, par exemple, qui est de Molien, Molien-au-Bois, à côté de Rubin. Elle est au Picardisans depuis 30 ans. Elle est incluse dans le groupe. Elle maintient son parler à elle, et il n'y a personne qui lui reproche quoi que ce soit. Je vais vous citer Aimé Savary, qui est né à Beaucaire, qui a été instituteur à Ham, mais aussi à Fort-Mahon et puis à Abbeville, qui habitait à Canchy, et puis qui était dans le groupe et qui a été un des promoteurs du recueil Vin d'Amour, de l'anthologie. Bertrand Cronier, qui était de Canaples, qui a enseigné à Milancourt, et puis qui a choisi de partir en retraite à Saint-Valery, et puis qui ne savait plus très bien à la fin de sa vie s'il était d'un quai-perlage qu'il avait. Il avait beau s'appeler Chocateur, c'est un sur-pitché, il ne savait plus tout à fait si c'était du perlage de Saint-Valery, d'Atteville, du Vimeux, ou bien Saint-Perlage à vie quand il est au Pio. Donc il y a aussi une faculté comme ça de se comprendre, de s'accepter les uns avec les autres, qui n'est pas du tout négligeable. Et donc je vous dis un mot maintenant, un grand mot, peut-être d'Armel de Poilly, qui était né en 1901, qui est décédé en 1988, qu'on a eu le bonheur que j'ai eu le bonheur de croiser et même de charrier en voiture quand à la fin de sa vie il ne voulait plus conduire. J'avais le tueur à Darny, son village donc natal. Alors lui il est le seul à ne pas voir un nom de rue, à ne pas voir un nom de ceci, de cela. Non. Puis d'un Saint-Poilly, comme il est toi à mollet d'église, puis que la bûche est vraiment des rouges, il n'est pas de question qu'il y ait quelque chose qui s'appelle Armel de Poilly, Tachepoilly-Lo, aux abieux écrire Hachmer, qui quand je t'aime mer, alors là peut-être ils ont pas rebellé s'ils m'ont corrigé, ils ont beau ouvrir une librairie dans l'école qu'elle a acheté à Fromel, donc il n'a pas enseigné, aux abieux écrire à Chauffeur qui s'occupe de la bibliothèque, ouais, question, Armel de Poilly, il n'a pas un nom d'un Saint-Poilly. Anémie gênant. La mémoire vivante, tout le temps où il a été là, la mémoire vivante quand même de Gaston Vasseur, ça a été son relais au sein des Picardisans, son relais, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers la chronique hebdomadaire. Et pour moi, et je ne suis pas le seul, et ça me fait plaisir, ça me conforte, c'est le père de cette littérature picarde contemporaine. C'est lui qui donne le déclic. Et à mon sens, il y a un livre qui est fondateur, ce sont chez Canchon de Nopolly. 1970. Alors pourquoi fondateur? Le mot est peut-être un petit peu fort, il est peut-être galvaudé par ailleurs. 1970, Gaston Vasseur est toujours là, il doit préfacer le livre. Le livre est publié après l'édition des Principes des Picardisans, mais les textes sont bien antérieurs, ils ont été écrits à la fin des années 50, début des années 60. Ce livre a plusieurs sens. Dans son titre, on chante le pays, on chante, et ça donne idée à Marc Monsigny, un jeune masu d'Amiens qui a pour 20 ans, je suis malheureux, de prendre de guitare et puis de canter des canchons sans connaître Armel de Poilly, ni connaître le Picard du Vimeux, puisque lui il est de Sailly-Lorette, et il va chanter dans les années 76-77 des textes. Donc voilà, il y a une génération qui prend sa guitare, comme d'autres dans d'autres régions, qui chantent Armel de Poilly sans qu'ils se rendent compte. Ça donne idée à des individus qui lisent le livre, qui l'apprécient, qui frissonnent en le lisant. Ça leur donne idée d'écrire des choses qui ne sont pas forcément rigolotes, qui ne sont pas forcément scatologiques, qui ne sont pas forcément faciles, mais qui peuvent être sentimentales, qui peuvent être affectueuses, qui peuvent autoriser une autre forme d'expression avec la même langue que ce qu'on a l'habitude de raconter. Ah, le Picard, un va pas rigoler, un va picher d'aller marronner. Voilà. Ça va vraiment au-delà de ça. Ces phrases que je vous cite, là, je les ai entendues. Je vous dirai pas. Mais je me souviens bien. Quand on entend, et je dois dire que ça m'a aussi impressionné, Armel de Poilly dire le texte, il y a un coup un porpio, tire la rirette, tire la rio, il y a un coup un porpio,
Tour Saint-Père, il l'est pas pour. Et que ce texte est dit avec cette litanie, tire la rivette, tire la rive, et qu'une dignité, avec un regard et avec une diction, on est impressionné. Et derrière ça, on découvre, parce que moi ce texte-là, la première fois je l'ai entendu avant de le lire, et derrière ça on découvre des textes qui vont parler, bien entendu, de la serrure, bien entendu, du pays de Vimeux, mais qui vont aussi parler des aïeux qui poussent au printemps, qui vont parler de choses et d'autres. Voilà. Et c'est un texte, c'est un recueil précieux, parce que je pense que Armel de Poilly a toujours eu conscience qu'il ne pourrait pas faire mieux, il ne pourrait pas aller au-delà dans ce domaine de la poésie, et il l'a, par exemple, dans sa chronique hebdomadaire, il n'a pas fait du bouche-trou avec, non, il l'a republié à la petite semaine, entièrement le bouquin, entièrement, j'ai tout vérifié, je vous assure, il a tout republié dans sa chronique hebdomadaire, pour le remettre à disposition, parce que, après sa publication, parce que le livre a été épuisé en très peu de temps. Alors il n'a pas écrit que ça, Armel de Poilly, mais je crois que derrière ça, on peut dire que ce livre-là, c'est le premier enfant des Picardisans, du groupe des Picardisans, et puis après viendront d'autres choses. Mais de son vivant, Armel de Poilly, en fait, n'a après publié qu'un seul petit fascicule en Picard, en 1978, qui s'appelle Chez Comte et de Lofourny, voilà, qui est là, dans sa version originale, un tout petit fascicule de quelques textes. D'ailleurs, tous les textes de Chez Comte et de Lofourny, il y en a deux qui ne sont pas dans ce fascicule-là. Et c'est tout. Le reste, c'est perdu. Eh bien non, c'était pas perdu, parce que c'était dans ces fameux journaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a des textes qui restent encore inédits, du moins sous la forme de livres. Alors, en 1989, je veux dire, pour nous permettre aussi d'accepter le départ d'Armel de Poilly, un an après sa disparition, on a publié chez Comte et Chokrambili, suivi d'histoires, chez Trop Histoires, qui se passent dans la forêt 2, parce que Darly, quand vous êtes à Darly, tout près de la Brelle, quand Jetan Iscamus, au voit Chaude-Pierre qui est dans Chaude-Pierre-Bis, qui est dans la forêt 2, au voit qu'à femme, alors on sait que Jetan, il va venir. Elle doit avoir un fumage de machine. Jetan, il ne va pas s'élever, et donc il ne va plus voir. Et donc on regarde vers la forêt 2, il y a des légendes de loups, de choses comme ça, des souvenirs. Donc chez Comte de Chokrambili, Armel de Poilly, donc on n'a pas vu l'éditer, qu'on s'est fait un devoir quasiment de publier. Et puis plus récemment, en 1998, on a rassemblé les textes des contes de Lofourny avec l'intégralité des textes, et puis un autre recueil, les Ramatuvries, et puis ceux qui l'ont lu savent aussi qu'il y a des pensées, qu'il y a un certain nombre de choses en prose essentiellement, et un petit peu de théâtre à la fin en picard d'Armel de Poilly dans un livre qui est intitulé Contes de Lofourny et puis Ramatuvries, voilà, 1998. Et il y aurait, à mon avis, une republication à faire des Contes de Poilly avec les autres textes liés à la poésie, à tous ces auteurs qu'Armel de Poilly a soit enseigné, puisqu'il était instituteur, qui ont bercé sa jeunesse littéraire, de François Copé, de Victor Hugo et d'autres, Francis Jacques, etc., qu'il s'est amusé à traduire comme exercice, et uniquement comme exercice. Ça pourrait être amusant de les livrer au public. Quelque part, Armel de Poilly a écrit « Je ne sais écrire qu'un piquet ». Voilà. C'est pas vrai, il l'écrivait aussi en français. Et puis, bien entendu, je vous rappelle qu'il est l'auteur des deuxième série de bandes dessinées de Jacques Rodieux. Alors, puis que je voulais qu'à vos poésies, on va l'écouter, hein, on va l'écouter. Je ne sais plus. On va écouter, je suis natif. Alouette, Je suis natif d'un Poilly, d'où convoyer mon cul. L'enregistrement est lent. J'ai un lit de nature et féminine. Berzier des calmes, des lancers des serrures, et tous mes camarades, chez des pions d'ouvriers, mourleux et bifondeux, qui savent rochonneux, achetulant, tubineaux, au fond d'une vieille fabrique. Maintenant, il forge mon décleux d'espion boutique. Tous mes amis, j'ai des flûtes serrurées. J'ai vu ma du grand-père l'onde du journée, dans le jeu à chevetto, à arrondir, fuera de journée, grand-mère à côté de lui en tonneau, je percherai, voldi, tous mes vieux gens, j'ai trouvé des fruits de plus. Ma père, il a passé 12 vies pour nos enleveux,
arrive de mon pied chauffé et bien cuire. Il gagne au programme, on a fait tourner de vie. Chez le j'ai pu aimer, son mort à travailler. J'entends courir un rêvant tête subnorieux, chez Martial tapoteur, puis wineux chez Serrure. Du bout des Scortino, à travers chez pâtures, et je brisant toutes chez pieds, charou dans Sibérie. Acheteur chez Saint-Guy, il n'est plus qu'à mon nom de mon Dieu, sur le bien à bout de prière, et devant dans le dormir d'un fond nos vieilles chantières, derrière ma du boyer, tout confoué mon frère. L'enregistrement est un peu lent, ce qui fait que la voix est un peu grave, mais du coup, on peut mieux comprendre. Bon, je vais maintenant passer en revue beaucoup d'autres gens. On va commencer par Eugène Chivot, quand même, qu'on a écouté tout à l'heure en entrant, qui est également né en 1901. C'est pour ça qu'il sera centenaire la semaine prochaine. Et donc, qui est natif de Buigny-les-Gamaches. On n'est plus dans le Vimeux serrurier, on est dans le premier village qui est dans le Vimeux vert. Un tout petit peu à l'écart d'Ambreville et puis de Dernier. Alors, Eugène Chivot, je vous l'ai dit, hein, il a écrit, publié à la Petite Semaine dans la Vie Libre, et puis en 1972, et c'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là, puisque ça vient après Les Canchons de Naupoli, il publie son premier recueil de textes picards qui s'appelle Pur Jus. Pur Jus, voilà, 1972. Donc voilà, là on a bien la trace des plombs, hein, il n'y a pas de problème. On retrouve bien la patte de l'imprimeur d'Abbeville, de l'imprimerie La Fosse. En 1978, comme je pur jus, il est la paix au bouet du flip, l'anneau-flip. Alors pareil, hein, même topo, illustré par l'auteur, des dessins humoristiques, des textes qui parlent de gens de Buigny, qui sont reconnus, qui n'ont pas forcément apprécié. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on a envie de confronter. En 1983, 5 ans plus tard, j'en ai 203, et ben, du tout incende, sur lequel il y a marqué Adem et vu camarade, mais tout qu'on faisait, ça veut dire chez Pochebou du voyage, du tout, puisque au somme 18 ans plus tard. Et dont troisième recueil auto-édité par Eugène Chivot. Et ça continue. En 1984, on s'est fait un plaisir de publier son voyage peu ordinaire à Chicago. Sa fille, Eugène Chivot, du moins l'une de ses deux filles, est à Chicago et est américaine maintenant. Et donc dans ce ghetto noir de 300 000 personnes, il est allé là-bas vivre une expérience assez unique qu'il a retranscrite en picard et qu'on a publié dans Schmancheron, dans un numéro spécial, numéro 26, et qui a fait l'objet d'un feuilleton tout un été sur Radio France Picardie avec de la musique blues derrière et puis quelques commentaires faits par Jean Leclerc. Donc il y a eu encore une fois une association entre picardisans pour valoriser une forme de littérature. Et puis en 1993, on a publié ensemble, parce que là je dois dire que sans Eugène Chivot, il ne serait pas comme il est là, on a publié ensemble Rinchette, qui est donc le 4e recueil, qui a été épuisé en 50 ans, qu'on a republié pour une 2e édition en 1999. Donc je veux dire que c'est un auteur de livres en picard, Eugène Chivot, je crois, sans me tromper, peut-être avec Michel Fouquet, parce que Michel Fouquet, ici dans la Viellois, à Quérieux en particulier, a publié beaucoup de livres, mais je crois que Eugène Chivot est celui, dans la Somme en tout cas, qu'on a le plus publié et le plus vendu. Vous me direz que de vivre Chintan, donne du temps et tout. Mais donc, Rinchette, et quand on a sorti sur Rinchette, Eugène Chivot nous a dit il y aura une Rinchurette. Donc, et c'est vrai qu'il a continué à écrire et à produire au sein des Picardisans, Eugène Chivot, après 1993, et bien heureusement. Alors, Eugène Chivot a une bibliothèque à son nom, dans son village natal, de Saint-Vivant. Il n'y a pas de gramme appelé. Il a dit, oh non, il faut attendre avec chez Jean Fuchemeux, avec le pour attendre. Donc, il a la bibliothèque Eugène Chivot dans Saint-Pays. Et puis, Charles Leca, maintenant, à Wagnéru. Charles Leca, l'auteur du lexique français picard,
Picard français, justement, Picard français, et qui a également publié Rêderie, un recueil aussi de textes, d'histoires, de souvenirs, avec un petit lexique à genoux, voilà, avec des illustrations de Jacques Guigné qu'on avait déjà rencontré tout à l'heure dans la bande dessinée Charles Lecat, qui a une salle des fêtes d'un Saint-Pouilly qui s'appelle Salle Charles Lecat. Marius de Vim, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure en présentant son roman inédit, qui est l'autre. Marius de Vim, né en 1900. Ah ouais, Charles Lecat est né en 1898. Il est fin fier. Il est né d'être devant. Et puis il est mort en 1988, la même année au mois d'avril, la même année que Armel de Coilly. Et Marius de Vim, donc lui, né en 1900, qui a publié en 1973 Dans le temps passant, parce qu'il est tout de Seineville, vers Seineville, chez des A, comme un pain là, comme dans le temps passant, un recueil de quelques poésies, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'observations de la nature, des oiseaux, etc. Des textes qui ont été publiés à Saint-Valery chez Delattre, un imprimeur qui était aussi un ami, un camarade, comme d'autres sont publiés chez Carré, à Fresneville. Tous ces gens-là se connaissent, s'apprécient. Marius de Vim qui a aussi ouvert des portes à l'écriture picarde à des gens de la plus jeune génération, et certains textes qui vont passer d'ailleurs de bouche en bouche. Et son bouquin, D'un le temps passa, est dédié à la mémoire de Gaston Vasseur. Arthur Lecointe, à Allery. Alors, Marius de Vim est décédé, lui, en 1996. Arthur Lecointe, qui est toujours des nôtres, né en 1911, qui est pas natif d'Allery, mais qui se revendique d'Allery, et dans le Vimeux, a publié... Alors, il a publié en 1970 les farces de Shmaoué Dari. Shmaoué Dari, c'était Isidore Dara, Modeste, dit, enfin, je ne sais plus, c'est Isidore dit Modeste Dara, à peu près la seule chose qu'il va avoir Modeste, c'était Saint-Chenon, et qui vivait vers 1870, enfin, il a vécu bien au-delà, mais qui, vers 1870, rédigeait des professions de foi en Picard, dans son village d'Allery, pour ça qu'on les a peut-être appelés chez Fou, et dans ce village, donc, à l'occasion des élections, il écrivait des professions de foi qu'il adressait, non pas aux électeurs, mais aux non-électrices. Parce que les femmes n'ont quand même eu le droit de vote qu'en 1946, et lui, on se situe à peu près en 1870, et il s'adresse aux femmes en disant il faut faire comme chi, il faut faire comme moi, enfin, etc. Et donc, il dénote complètement, et donc ça, Arthur Lecointe en a fait Maurice Rampon aussi, hein, il n'est pas le seul. Arthur Lecointe, il en a fait l'étude qui a été publiée dans le bulletin de la Société d'émulation d'Abbeville. Voilà, c'est l'étude sur Modeste Dara, dit Shmaoué. Mais à partir de ce personnage qui avait probablement plus d'un tour pendable dans son sac, il y a des histoires, des farces qui ont été ou réelles ou imaginées, en tout cas colportées, et qui donc, Arthur Lecointe s'est mis en devoir de retranscrire, et donc on a comme ça des histoires assez incroyables, des aventures comme on peut en rencontrer aussi ailleurs, mais enfin tout ça se passait dans le même village, des histoires de sac de carbone, aussi des histoires de beuverie, il y a un peu tout, chez Fer de Shmaoué Dari. Le CRDP d'Amiens a publié, je ne sais plus si j'ai Merché Schlenel et Amélie Génant, une fois que t'es plus rien jeté, en 1982, avec une cassette La mémoire paysanne. Alors c'était marqué première partie de Jean Moyodo, je sais, parce que après ils ont changé de directeur à CRDP, puis ils se sont dit qu'il était pas là pour faire Picardie. Alors ils ont fait surtout pédagogique, mais pas Picardie. Et donc, du temps de Robert Poignant et un Molibu qui était un peu comme pour Picard, j'entends, hein, pour chez Marister, c'était un autre affaire. La mémoire paysanne, publiée par Arthur Lecointe. Il y a une picardisante aussi, Madame Platel, qui a fait l'objet d'un choix de texte dans une publication de cassette, une autre cassette du CRDP de la même époque. Mais je vous reparlerai de Jeanne Platel tout à l'heure. Et puis donc, je vous en parlais tout à l'heure, les 3 premiers tomes en édition bilingue, alors que Arthur Lecointe en avait fait une première édition dans la presse du Vimeux qui était Picard uniquement, mais là une édition Picard d'un côté et français de l'autre, des vieux métiers et traditions, par Equitra, 96, 97, 98, peut-être 2001 pour le 4e, je ne sais pas, il faudra demander à chez Jean Equitra. Premier tome sur la terre, le deuxième sur l'artisanat, et le troisième sur les artisans et les personnes à domicile. Quasiment tous les métiers, puis peut-être même plus, sont passés en revue par Pio Maoué Dari Piché Saint-Sur-Piché. Robert Touron, à Niba,
le fils de Marius, qui est, je vous rappelle, décédé à la guerre 14, Robert Touron, Walrich Bédeux, qui a donc tenu une chronique et qui en a publié 2 recueils de textes. Alors, le premier, chez H-Minteux, c'est le titre de sa rubrique. H-Minteux. Alors, Robert Touron était né en 1907, il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 1993. H-Minteux, 1977. Et puis, une autre livraison en 1982, illustrée par Jacques Dufy, mais je ne précise pas à chaque fois, mais Jacques Guinet intervient dans le livre de Charles Lecat pour illustrer. Je veux dire, on retrouve des signatures qui se croisent et qui se serrent la main à travers les pages de ces livres-là. Donc Walrich Bédeux, Anne Flopé de Maintiry, son 2e recueil en 1982. Jules Dufresne, Edouard-Thiers, qui était né en 1916, décédé en 1991, Saint-Sur-Pitché, baron de chez Bassure, et qui publie, instituteur, baristère, Tchèque Konopo, Jules Dufresne, baron, qui publie avec, ils sont inséparables, Aimé Savary, dont je parlais tout à l'heure, sous le pseudonyme lui de Fleury-Monchu, qui publie, c'est Bassurerie, chez Zetchet, c'est Fleury-Monchu, chez Bassurerie, puisque Wautier Ursier de chez Bassure, c'est Jules Dufresne. Ça a été publié en 1983. Je ne sais pas pourquoi j'ai Gerbeil, je sais par cœur, mais bon, j'ai Gerbeil quand même. Et puis, ben voilà, on est là dans le domaine un peu de l'auto-édition. Voilà, je ne dis pas qu'on a fait tout le tour, mais il y a un peu de ça. Et puis, bon, ben, il y a ce qu'on fait à Schlancheron, qui est quand même pas complètement à détacher de tout ça, parce qu'il y a une espèce de complicité, de continuité, puis d'intrication entre les deux. Jean Leclerc, donc, qu'on a encouragé à publier, c'est un fameux roman, enfin c'est un roman fameux, Schlottokar du Bourquet 2, voilà. Donc avec ce prétexte au départ des variations linguistiques à travers la promenade dans le Vimeux qui était faite dans son texte originel dans Strasbourg, je dis la Tréport, qui était faite ensuite dans un autocar, puis derrière ça un roman avec tout un projet littéraire derrière qui a fait également l'objet d'une communication à la Société d'émulation de la ville en 1998, 2 ans après la publication du roman. Et puis pour continuer, un chef-livre. Ah, on en vient à bout, hein. C'est comme un pivot, à la fin, il y a gamin de livre. Donc, Jacques Dufy, c'est publié, c'est son seul recueil publié en Picard. Il a écrit Tous les loups dans la Somme, chez un Français. Mais là, en 1992, pour le numéro 50 de Schlancheron, quand même, je l'ai dit, il va quand même falloir que tu montes à tout le monde et que tu as un jour dessiné une autre aventure de bande dessinée qui n'est pas du tout dans celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Le Schleppé de Bruchadin. Et c'est donc un recueil en couleur. Et j'aime quand même à rappeler que pour l'anecdote, un jour, Jacques m'avait confié qu'il avait fait ça en études, je ne peux pas dire en cours, ça ne faut pas sérieux, c'est jamais, il faut que je rester à la fuite de la salle. Donc en études, il était là au fond des études avec un pinceau d'Asbook parce qu'il n'avait pas Dieu. Et donc ça a été entièrement peint au Ratchillon, quand même, faut quand même. Donc, vous lui demandez si c'est une confirmation ou si c'est une légende. Voilà. Donc quelques livres, donc Jacques Dufy, Bourseville, il est né en 1959, voilà, on a une production, une constance dans cette production à travers des auteurs, une constance aussi de conserver une langue. Chacun tient à dire je suis d'ici et je ne suis pas du village d'à côté. Alors maintenant, je ne vais pas finir ni redire comme ça tout de suite quand même, parce que je vais pas tenter, je vais faire. Mais je me suis lancé une gageure parce que je me suis dit, ça fait combien tous ces picardisans? Il y a ceux dont je vous ai parlé, mais il y a les autres. Ça fait combien de gens? Ça représente alors je me dis, bon, je ne vais pas prendre Vadamon, pire qu'au Piochenon. Non. Je me suis mis devant ma feuille papier, et puis j'ai écrit les noms des auteurs qui ont fait un acte littéraire au sens où ils ont écrit plusieurs textes. Bien dit qu'il a écrit Chemenu de baptême et de Saint-Piofiu, bon, mettons que je connaisse un nom, mais je ne l'ai pas noté. Duvimeux, pas Avrin, d'accord? Duvimeux. Sans aller chercher à savoir s'ils y étaient nés ou pas, du moment qu'ils s'en revendiquent, que j'ai connu personnellement, que j'ai rencontré à travers un échange épistolaire. Il y en a un qui est de la Réunion, on s'est téléphoné plusieurs fois.
et ou dont j'ai lu les auteurs, par exemple Gaston Vasseur, que j'ai connu, j'ai rencontré un coup en Andorre, enfin bon, ça ne durait pas bien longtemps, il faut aller en Andorre, quoi. Enfin bon, c'est la seule fois que j'ai vu Gaston Vasseur, en conscience en tout cas. Et dont j'ai lu des livres, mais qui ont été publiés là, dans le dernier quart de siècle, ou qui m'ont été accessibles là, dans le dernier quart de siècle, à moi personnellement. Ça ne veut pas dire, j'en ai sûrement oublié, d'ailleurs Jacques m'a fait remarquer qu'il y a 2-3 vidéos, je dis, tiens, je ne connais point. Je ne vais pas tricher, et vous allez les découvrir avec moi. Il y en a 75, chez Camon Poirien. Et il y en a plus que ça, que je connais, qui écrivent en picard. Hein. Je veux dire, là, récemment, dans les 2 derniers mois, j'en ai encore découvert toutes. Ce sont 2 femmes. 2, et donc, mais qui n'ont écrit à ma connaissance qu'un seul texte, ça ne figure pas là. Alors, je m'invoque Maché, comme eux. Gaston Bon, qui est au Tcheilleux, Cailleux-sur-Mer, que je n'ai pas connu personnellement, mais qui a eu une pièce de théâtre, Janie, qui a été publiée dans ce recueil, Le Théâtre Picard. Il est le seul auteur du non-aniennois publié dans le bouquin Le Théâtre Picard, qui a été publié juste après-guerre. Gaston Bon. Saint-Fiu, chez la Potitière, de Saint-Ouary, Marcel Bon, qui écrit un Picard. Une fille qui reste acheteur à Saint-Ouary, mais qui a peu des Kerbotin, Anne Manco, et fille à Elisabeth. Des gens de Tcheilleux, quoi, Cailleux-sur-Mer. Denise Gouman, qui fréquentait les Picardisans du Pontuet du Vimeux. René Fromentin, qui est quelqu'un que j'ai découvert très récemment, il y en a 1 an à peu près, qui écrit dans un Picard de Cailleux où il y a Charles Leclerc très bien analysé la langue de Cailleux, jéteux, et non pas jétoué ou jétoué, jéteux, comme ça, spontanément. Quelqu'un qui habite en région parisienne, René Fromentin. Louis-Jean de Poigny à Saint-Blimont, Ernest Dumont à Pindet, on a déjà parlé. La famille Devine, avec Robert Devine, qui est venu à chez Picard 10 ans, et tout le monde Goubert. Fils-fille, France Devine, qui vient toujours à chez Picard 10 ans, qui reste et tout à Montgoubert, Mons-Goubert, Montgoubert. Et puis Saint-Frère à Robert, Marius Devine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis Lucien Frété, qui était de Montgoubert, et que j'ai rencontré une période de coup, que j'ai eu le plaisir d'entendre quelques enregistrements de lui gardés au Centre d'études Picard, et dont j'ai le plaisir par ailleurs de travailler avec l'arrière-petite-fille, qui est infirmière et qui m'a donné au mois de décembre un texte en Picard que je ne cite pas. Christelle, elle ne fait pas partie de la liste, mais je veux dire que quelque part dans la famille, ça se transmet comme ça. Donc Marius Devine, lui, ne reste pas à Montgoubert, il reste à Saint-Louis. Charles Leca, de Wagnéru, qui est tout à chez Picard 10 ans non plus. Puis Pierre de Glicourt, à Neutre et de Wagnéru, qui est tout aveugle chez Dizeux d'Acheter, chez Dizeux d'Acheter, ils ont sorti un CD, parce que je Picard, je le disais tout à l'heure, on les retrouve tout partout, un CD de ses textes personnels, et non pas ceux de création collective, chez Dizeux, qui est sorti à l'automne dernier, et ce qui fait très plaisir, un peu poignant, mais enfin très chaud quand même, d'entendre la voix de Pierre dire ses propres textes dans un Picard, certes, avec une petite touche d'amiénois, mais toujours revendiqué du Vimeux, et revendiqué aussi d'une forte amitié avec Charles Leclerc. Jacques Dulphy, avec Borséville, Jean-Marie Thomas, également de Borséville, Jacqueline de Poigny, qui nous a quittés il n'y a pas bien longtemps, et c'est bien dommage, parce que je pense qu'elle était vraiment partie sur une excellente écriture picarde, également de Borséville, et qui fréquentait donc les Picardisans. Cathy Mauconduit, d'Auchincourt, Huchincourt, comme disent dans le temps, Auchincourt, Sylvie Davergne, de Béthincourt-sur-Mer, Calais Douai-Gramin, enfin Calais, Sylvie elle est plus jeune que lui, Calais, Gramin et tout, imprégné de mémoire de Charles Leclerc. Chez Jean Acheteur et de Friville et Kerbotin. Alors là, il y a du monde. Là, à venir de lui. On va te mâcher par Serge Caron. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai le connu, je l'ai rencontré au mois d'octobre. Mais Serge Caron, j'ai cousin à Elisabeth Magnier, et puis je cousin à Elisabeth Magnier n'a déployé l'idée avec des camarades d'Ali d'écrire une pièce de cinéma dans les années 50. Il n'a eu un film qui n'a été fait, et ce film a été présenté dans Vimeux dans les années 50, un mollet tout partout, et puis là, il a été récapé, acheteur, je ne sais plus des films de cinéma, je sais des films de télé, mais enfin bon, je sais quand même, ça reste un film, et puis Pierre Verdez, il n'a fait dans une présentation à la presse à Kerbotin, chez Salle Edith Piaf, et puis et tout ici à Amiens, dans le festival de cinéma d'Amiens, d'où qu'il voulait te poil passer, on passe au point des films impiqués,
et bien il était bien chaussé, parce qu'à place de faire une séance, c'était fâché d'en faire deux. Voilà. Alors c'est Serge Caron qui a fait le scénario de ce film, il n'est pas le seul, et j'ai eu le plaisir de causer avec lui le soir de la projection. Et Jacques Montier. Jacques Montier aussi. Oui, non, c'est Jacques Montier que j'ai rencontré, et voilà, c'est Serge Caron. Oui, je touille un mot. Oui. Enfin, j'ai rencontré Jacques Montier qui m'a parlé de Serge Caron, et donc le film, lui, il est très récent. Et pour Château qui sert de point, vous savez, il y a des Lafleur et de Chute, et puis, enfin, voilà, chez Lafleur et de Chute, 2001, chez Filmello. Voilà. Chez Vino qui l'a vu. Je ne sais pas si c'est un honneur. Alors, déjà des Kerbotin, Didier Trotro, qui est de chez les types de Schlancheron. Jean-François Magnet, un fille, qu'il a écrit, qu'il a fait des bandes dessinées. Et fille, Bénédicte, qu'elle a écrit des biopoèmes, je sais même qu'elle a écrit le premier poème qui est la première page de ce premier Lancheron. Donc, c'est pour vous dire. Et puis Elisabeth Magnet, je suis vice-président qui est chez Picard 10 ans, du Pontieux qui dit du mot. Que j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, et même que je ne vais pas vous moucher trop longtemps dans notre vie. Déjà de Frechenville, Paul Buiret, qui venait chez Picard 10 ans, quand il avait santé pour le faire, et puis tout un autre, François Saint-Germain, qui m'a téléphoné hier au soir pour s'excuser de ne pas venir. Jean-Marie Bardou, un nouveau qui vient chez Picard 10 ans, puis qui l'écrit quasiment tous les mois. Roger Olville, qui ne vient plus chez Picard 10 ans, mais qui l'a venu d'un moment. André Guerville, qui est là, qu'il est de la bœuf et tout. Et puis qui l'écrit, et puis qui perd les Picards mieux que lui. Jean Grilly, Vloche, qui reste dans l'île de la Réunion. C'est un fût d'une famille, ils sont 8-10 pios, et puis l'île a parti la bœuf pour faire auto-école. Pourquoi point. Et puis il voit qu'il s'habille à écrire un Picard. Puis un 2 jours, aux arçus du Picard et de Jean Grilly, que je connais comme abonné à Schlanchon, mais qui n'a jamais été. Et ce Picard, il n'a pas congé. Il faut 50 ans, il faut peut-être 40 qu'il est parti acheter. 50 ans que c'est un Picard, il n'a pas bougé d'un flèche. Il faut dire que là-bas, dans ce Nil, il y a Cli qui perd le Picard du Vimeux. Donc il ne risquait pas d'être gramin truité. Comme il ne s'est pas mis au créole, il a gardé Saint-Picard d'origine. Georges Platel, et puis ce femme, Jeanne Platel, et que j'ai entendu, qui les écoutes Marie Stéraville, et que j'ai entendu chez Séance de Picard 10 ans, et puis chez Jeanne Platel, justement, qui avait été poésie dans une publication du CRDP d'Amiens. Alain Leca, qui est tout de Chpoué-Guilot, de Frechenville, puis qui vient chez Picard 10 ans. Pierre Verland, que j'ai rencontré un coup dans une librairie d'Hauteville. Il est tout à l'autre côté de lui. Puis je perds le Picard, puis il voit qu'il s'est bien perdre les Picards. Puis je t'en le, il m'écrit un Picard, et puis ils sont passés des articles et des Nachmancheron. Denis Saint-Germain, Anne Femme, que j'ai connu au point Gramin, qui a envoyé des articles comme vous. Puis qu'elle écrit comme un seul, comme Gramadjan. Déjà le dernier, il n'a pas grand monde, à part Armel Le Poy et Stilo Vicomte. Déjà de Feutière, je vais peut-être touiller Feutière et puis Frechenville, là, je vois. Mais enfin bon, aux airs placherets à Le Poy d'origine. Un Feutière, oui, j'ai dû touiller là, parce que oui, Platel, il est peut-être Feutière. Hein, ah oui, il est peut-être Feutière chez Platel. Alain Leca et tout, oui, voilà, Ferland, Feutière, Denis Saint-Germain chez Feutière. Puis Sylvain Lefrançois. Mais il faut dire, à chaque coup, j'ai un mot qui m'est revenu, j'ai vraiment une feuille. Feutière. Bon, donc il y a tout Sylvain Lefrançois. Que j'ai rencontré, je trouve, qu'on a ratempé chez Croix, dans Séville, c'était quand même pas quelqu'un d'ordinaire. Une fille de Zinguerame, ils ont le remis. Christiane Roer, qui a resté à Meilly, mais qui allait tout de Zinguerame. Acheteur est arrivé du côté de Toulouse, puis là, on n'écrit plus Gramin, mais Arvao. Daniel Dumont, Pioredo del Meilly, qui était Ménesli en français, mais le Meilly. Et puis un autre, que je ne sais plus, c'est un pays d'origine, Jean-Michel Ansart, c'est Stilo qui a eu le premier prix de la concours nouvelle l'année passée. Il est là? Non, il n'est pas. L'année passée, chez lui. Hein? Il habite à Barentin. À Barentin, juste dans la. Oui. Voilà, c'est ça. Dans la Seine-Maritime, mais tout près, et il a un Picard du Vimeux, Jean-Michel Ansart. Et on a fait des spectacles dans Bazincourt, de chez Podio, Baroménil, et puis tout ça. On a fait des spectacles juste de l'autre côté de la vallée de la Broye. Il n'y a strictement aucun problème d'intercompréhension. Et lui, c'est Barentin, exactement. Donc, je Vimeux, rive gauche de la Broye. Je Vimeux expansionniste.
Buny les Gamaches, ben, je vous ai déjà cité, bien entendu, Jacques Berthe dans Agir en Picardie, et puis surtout Eugène Chivot, mais il n'y en a qu'un autre. Après Eugène Chivot, il y a Norbert Bardou, qui n'est pas de famille avec Jean-Marie Bardou, que j'ai cité tout à l'heure, ce qui fait qu'il se faut appeler Léo Spera. Pourquoi Cosberlure a d'un tout chez Bardou qui peut y avoir. Un nouvel arrive à Nibol. Alors là, il y a du monde. Là, il y a un flopé. Avec Gaston Vasseur, Jean Vasseur, que je dis quand même, chez lui qui m'a appris à écrire à la Piote École. Hein, vous voyez, j'étais quand même déjà dans Bueneur, un plongé comme Obélix, mais bon. Mais il m'a pas appris à écrire un Picard, il m'a appris à chez lettres un français, vu que chez Tournure d'écriture un Picard, il faut avoir un français devant. Chez Tournure, Jean Vasseur, fut à Gaston, bien sûr. Et puis Marius Touron, dont j'ai lu quelques textes. Bon, alors lui, il est né en 1915, il s'éloigne un petit peu des critères que j'avais donnés tout à l'heure, et surtout son fils, donc Robert Touron, Valrich B2, Thierry Sellier, qui a un pied à Niba et puis un pied à Fressenneville, mais qui se revendique de Niba, et puis Edwige Fontaine qui avait Nibop et qui revient et tout, chez Picard 10 ans à Addeville. Jacques Guigné, Mers, qui a beaucoup collaboré avec Armel de Poilly, mais qui a également écrit seul des textes en Picard. Jules Dufresne, Schmerister Delphon, qui a foué 20 ans de maison d'arrêt, comme ils disent, oui, il est au de voiture, mais il a été Marister à arrêt, je vais remonter chez Vassure. Adrien Huguet, donc je n'ai eu que la connaissance de quelques textes qu'à travers, en particulier Vindamont et quelques autres textes. Et donc lui, je vous rappelle, qui est mort avant à la en 1940. Pierre Monchot, des Spis, un Spie. Pas Chépi, comme il dit à la DDE, comme Saint-Valéry, comme un Spie. Pierre Monchot. Gilbert Mercher, dont j'ai parlé par rapport à son rôle dans la bande dessinée, à Gamache, donc bien que natif de Francières, mais je pense qu'il est né à Francières parce que sa mère a accouché chez sa grand-mère, en fait, d'après c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Influx d'Ainville, Patrick Danzel-Daumont. Alors lui, ici, il a surpitché pas incroyable, c'est Matchien Pini. Puis je vous assure que justement, il écrit un Picard, il m'a pas écrit un nuit un Picard. Matchien Pini, voilà, Patrick Danzel-Daumont, d'Ainville. Denise Gardin, de Croix. Et puis Snom et tout, il écrit, mais déjà jamais rien vite Snom, mais Denise Gardin, de Croix, Saint-Quentin-la-Motte, la Croix-Aubaine. Et puis les un Picard. À Saint-Machin, Régis Delicourt, qui vient chez Picard 10 ans et tout, et puis un cop d'aîné, 3 ans à peu près, Saint-Maxent, et puis il a et tout un pied du côté de Feuthier. À Bulleux, Gaëtan Duquesmont, là quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai pas connu, et qui a laissé 300 textes dans la bibliothèque des Picard 10 ans, et pourtant je n'ai pas noté ces dates, là, mais il est mort il n'y a pas 30 ans, et c'est-à-dire c'était Zidore Boitacleux, 300 textes, plus 5 ou 6 pièces de théâtre, et qui est inédit. Et heureusement que les Picard 10 ans sont là. Je veux dire, où seraient ces textes-là? Je ne sais pas. Gaëtan Duquesmont, les histoires raideuses. À Rambure, à Canteux, Germain de la Place, qui la cantait tout seul, avec ce guitare. Il a canté Saint-Pouilly, il a canté Saint-Guimeux, vers à Rambure. Charles-Henri Guidon, qui est natif d'Arry, qui a été après s'expatrié du côté de Péronne, mais qui a continué à dire qu'il est tout d'Harry, et puis Arthur Lecointe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis Anne Feub et tout à Harry. Harry, c'est Harry, hein, c'est pas Harry dans le Ponthieu, c'est Harry dans le Vimy. Denis Talon, qui a et tout d'Harry. Des gens de Miena, acheteur, Miena, un Picard, François Chivot, Chouet, comme on l'appelait, lui acheteur, il fait partie dans les Cévennes, d'un tapu père les grammaires, mais d'un moment il écrit les grammaires. Et puis Cécile Bonvalet et tout, une jeune fille qu'elle a écrit d'un moment. À Alencourt, Jean Passérieux, je vous l'ai parlé tout à l'heure chez lui, qui l'a foué chauffette chez Surpitché de canton d'Alencourt. Geneviève Berger et tout, qui est d'Alencourt. Et puis Lucien Q, qui est tué. Je crois qu'il est natif du Ponthieu, qui perd du côté de Brucan, Père Labo. Mais il a venu se tenir à Alencourt, et puis chez Dlabo, qui disait, quand il venait chez Picard 10 ans, il y a une quinzaine d'années, chez Dlabo, qui disait qu'il est tué d'Alencourt. À Werlu, nous écapons un mollet. À Werlu, Marcel Pauleux, qu'il a écrit et tout d'un éclitrope et qui nous a envoyé un coque de texte. À Saint-Levy, Marcel Goffinon, qui a la foué Saint-Lexique et de Saint-Pouilly, mais qui a écrit et tout un Picard. Et puis son cousin René Dubuc, qui lui a donné un mollet, qui a écoré un mollet pour Saint-Dictionnaire. Il y avait un mollet
des Yudes, René Dubuc. Chez Dejean-le, René Dubuc, il reste à Péry, puis elle, donc, elle reste d'Anger, à Vernon. Georges Dufausset, Joan Metterlich, qui a fait ce piège de théâtre, en Moyenne-Ville. Et puis, tant qu'au somme, à Moyenne-Ville, eh bien, Léopold de Ville, qui n'est pas de famille avec chez Deville tout à l'heure, Léopold de Ville. Un monument de Picard, je te dis. Oui, veut la coûter. Jacques, il voulait que je vous passe un morceau, mais je dis, c'est pas possible, il faut des textes d'un mangeur du diable. Il perd Picard, mais il perd le Boyum à l'époque royale. Quand on comprend pas ce qu'il dit, on dit, ouais, un vieux sioux, qu'il est interviewé par un ethnologue. Ah non, non, mais le c'est un piège. Il faut qu'au venage, l'a coûté vous-même à chez Picard 10 ans. Profitez-le, il est l'eau, à coûter le nez. Il a du vocabulaire. Il a de la mémoire. Je dis pas qu'il sait tout, mais tout ce qu'il sait, il sait sous le bout de ses doigts. Et venez l'a coûté chez Picard 10 ans, le deuxième mercredi du mois, il n'est pas quand même compliqué à retenir, je suis en train de les voir cher. Léopold de Vime, il n'a écrit au salon du Picard. Puis lui, dont il est publié, d'un chanchon, mais tout, d'un grand pot-au-fût avec qui causait dedans. Et puis un autre fieu de Moyenne-Ville, parce que tout chez le même pays, Boyencourt sous Vienna, chez un bout de Moyenne-Ville, par l'autre bout, il y a un pieu hameau chez Bieffort. À Bieffort, le fieu de Bieffort chez Jean Leclerc, qu'il écrit un coup d'un sperlage de Bieffort du côté de Smer, puis d'un sperlage du côté de Saint-Père à Boigny, donc d'un autre perlage que Jeanne Chivot. Jean Leclerc, qui s'excuse de Poitelot au soir, parce qu'il reste à Valenciennes, et puis il n'avait pas le temps de faire la route. À Haute-Cholu, Suzanne Passer, et je l'aime bien, chauffe fameux, un des plus acheteux. Suzanne Passer, elle a un Picard à elle, mais qui ne ressemble à personne. Elle est tout gentille, le femme. À Haute-Chelu, hameau d'Aineville. Une femme des Rennes, Jocelyne Olivier, alors là, je l'ai cité, elle reste dans la région parisienne, elle nous a envoyé dans mon main dans le texte, et puis un homme. Alors je l'ai mis parce qu'il ne faut pas vraiment longtemps qu'au correspondant ensemble, il est de Bétancourt Rivière. Je ne sais pas, au vont nos vires, là, d'ici quelques semaines, où nous n'osons pas quoi rencontrer là. Je ne sais pas s'il est du Vimeux, s'il y est point, s'il dit du Vimeux, bien point. Bétancourt Rivière, on le mettrait d'où qu'on voulait. Tout dit Saint-Picard, j'aimerais bien avoir une même avec lui, mais j'aime pas trop le coup. Et puis, qui autres gens que je vous dirai pas chez Pouilly, parce qu'ils n'ont pas autant d'importance que chez 75 que je m'en viens de vous dire. Là. Et des gens de Gamache, des gens de Friocourt et de Bouémont, un autre de Seineville, un autre de Le Crouet, deux autres de Frechenville, un autre d'Auchincourt, un d'Audricourt, comme on dit, et puis quelqu'un d'arrêt que je vous dirai pas Saint-Nom. Mais on ne vaut pas notre cité comme eux, parce que, voyez, elle soit trop bête, elle soit trop bête. Et je m'en vais cheater ce micro à quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un que je vous voudrais à mollet et nature, quelqu'un que je vous voudrais bien qu'un jour à vous foueche, parce que c'est un feu. Il faut faire un mollet de parité. Je suis au milieu pour chez Feu, je veux dire pour chez eux. Que je vous reviens un jour avec Chauffable, à vous foueche montrer dans un livre ces poèmes, ces vieux poèmes, ces vieux rimes, comme elle m'a dit. Et puis que j'ai choisi ce type de stylo qu'elle va vous dire, elle s'appelle du vin, parce qu'au matin, elle décornoue un mollet, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tous les cas, à Saint-Waré, elle décornoue grammaire. Et ce titre, il s'appelle Du vin, c'est un rime qu'elle a écrit il y a 3 ans, et puis chauffe fameux chez Elisabeth Manuel Desquerbotin. Si elle te dit de venir aux côtés de lui, t'assires sur une cahier. Et que je suis vice-présidente de chez Picard, disons, du Pontieux puis du Vimeux. Du vin. Nous, gens d'Ichy, gens de vin puis de pluie, gens de la côte et puis de chez Bassure, et de chez Corty puis de chez Pâture, et de chez Peuple tout du long de chez Quemin, nous, je vin, il nous échouille point. Si vient de Chuab, plein de ceux, plein de sable, il a flatte chez Vague un passant, puis il vient brouillir d'un chez Caen, un coup de champ chez Blais dans la plaine, puis un squan chez Gerlot d'Avannes. À Saint-Laurent, 20 du matin, il balanche Saint-Souffle et tout doux, dessus chez Gardin du Maudaou, dessus chez Grand Boucher qui câline, il fait canteux chez Caroline. À la Préseux, quand il s'émeut,
Il entraîne ses feuilles d'un ronde, qu'elle tourne, qu'elle vire, qu'elle tourbillonne, et puis, fil à mesure qu'il forchit, il souffle, il vionne, et chmouette chez lui. Puis v'le maoué, copant, pissé, il buque, il infouille un carnage, il hurle comme un leu sauvage, il torche et branque, il se débraille, il corne des neiges à le coin, de chez aille. Puis tout d'un coup, lâche le héros qui se calme, et je bruit, il diminue, écoute, plus rien, on ne l'entend plus. On est comme aboli à mesure. Mais non, je n'ai plus qu'un piau murmure. Tant un mouvance, 20 mer, 20 France, et je vins et reprends toujours à l'eau. On a mis de goût s'il n'est plus l'eau. Parce que j'ai du temps de périchi, parce qu'on somme juin, 20 et puis de pluie. Je ne dis pas que chez toutes, on va peut-être vous passer un canchon, mais on a fini repu. Quand? Au moins que je campe. Ouais. Faut pas me le dire de coup, parce qu'après, si j'attends, me le diront pas de coup. On m'a raconté, mais sans me forger. Et à ce alors, je vais vous passer un canchon du Vimeux, que je vous garantis que je prononciation, je ne sais pas chaud d'adbile, parce que je vois un mec derrière là-dessus, qu'il est au lot à dire, non, je ne sais pas comment qu'on dit, à Montréville. Dorma piotto pioliro ad oftelo matium crom et matero dante charotus che te biura vidiront terre plus vieux soleil de la terre et rien pour te girer le pecho puis je la au crétu taber avec je l'étoile des jbercho Tero a grand fut sur la mer, Tero les pouchés d'un chécan. Tero a chauve les yeux tout verts, qui s'aniro à tortillant. Dorma piotto pioliro ad oftelo matium crom. Et matero date chavo, touchete biura vidiront. Terre chez Jardin, chez Granville, et que même si pleut, ils riront. Tu vois, je saurais comme ils mille, quand touche ma way savon. Terre du pain pour chez Lazare, pizzel pour toucher sa femelle. Terre des pinces, des chitères, pour faire crier chez Bayonnais. Dorma piotto pioliro ad oftelo matium crom et matero date chavo tushkete biura vidiront. Et puis, si on courait à bâtir, et chef un passant à tir. Dorma piotto pioliro ad oftelo matium crom. Et matero date chavo, tushkete biura vidiront. Et matero date chavo,
bouche qui était bien ravie diront. Texte de John. Voilà. Si vous avez une question, si je ne vous ai pas saoulé à fouet. Je ne sais pas si vous avez une réponse à chaque question qu'Olivier m'avait posée il y a quasiment un an. À tous les cas, vous avez de quoi pour débrousser un mot. Il y a quand même des gens qui vont rester quand même. Ou bien ils nous ont endormis, je ne sais pas. Ben enfin, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, vous êtes bien aimable. Excusez-moi, je suis sûre. Mimi, je te donne quoi parce que j'ai eu du mot, c'est tout. C'est pas tout. J'habite au 23, et je vais aller au Parlement. Et vous croyez que monsieur... Je connais les gens qui votent sur le vous avez dit ça. Il est plus sexuel. J'ai pas plus haut, j'avais 6 ans. Je n'ai pas voté. Même pas la
police, elle était foutue de retrouver ma Et vous aurez gain de cause. Non, ça m'étonnerait pas. Non, 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 non. Je ne vais pas les regarder ce week-end, je ne suis pas là demain, il y a Quand tu développes un sujet, je pleure. Sauf qu'on a c'est celui-là. Mais je me suis fait tuer, c'est qui est qui Une monte s'est arrêtée à 11h10, ça n'a pas bougé. Je n'ai plus jamais vu l'heure tourner, d'accord. Il m'a joué partout. C'en a fini. C'est vrai. J'espère que les gens découvriront quand on parlait du film. C'est Michel Brice, c'est de. D'accord. Ouais, il reste un mort quand même. Quand on va parler du film, des films, je pense que si, c'est intéressant ça. Ah oui, je suis à 1000, les boîtes qui remontent. Bon, là, ça pourrait sur Hollywood. Ça pourrait encore être possibilité au début. Le baby boom arrive à la retraite. Je compte déjà un message. C'est en français. Mais alors, bon, bah, c'est gentil, parce que ça parce que je n'ai pas encore rédigé la préface, donc je pourrais citer ce que en fait, on dit, c'est l'accent sur les traits de la validation de copier. Ça, c'est pas vrai, les connaissez, mais pour parler. Justement, je t'en bloque, je m'excuse.
Enfin, là, il est rien. Oui, oui, ça se fait sur des requiers, parce qu'ils ont changé la piscine. Et ça, c'est un titre parce que là, on a un titre de Eugène Chivot sur l'aspect, je me souviens, je te remercie beaucoup. Mais je prends le temps de t'envoyer. Je t'amène de faire, je vais